Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Média Sorare. Je vous remercie pour votre fidélité, pour les nombreux messages que nous recevons après chaque épisode. Alors, lors de l'émission précédente, j'ai pu accueillir Nico, alias Enel Gallo 56, manager bien connu dans la communauté francophone et spécialiste SO5. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ivan, alias Piccolo, spécialiste de la K-League coréenne et cofondateur d'une grande communauté francophone fan de l'Asie. Préparez-vous, on va parler de règles très spéciales, service militaire, culture K-pop, kimchi et bien d'autres choses. Salut Ivan. Salut Mehdi. Super content de t'avoir comme invité aujourd'hui. Bah écoute, moi aussi je suis très content d'être ici. Franchement, ça me fait plaisir de fou. Ça va, pas trop stressé? Franchement, je t'avoue qu'un petit peu. Là en plus, on me met sous pression, donc non, je suis un petit peu stressé, mais ça va aller, je vais me détendre. Ouais, tout à fait. Bon, avant que tu te présentes, je voudrais quand même dire, on s'est rencontrés, je pense, c'était au mois de juin, fin juin. C'est à ce moment-là qu'on est parti à Lyon et puis à Puy-en-Velay. Exactement, c'est ça, c'est la première fois qu'on s'est vu. Ouais, et donc pour votre premier rassemblement de la communauté des Namek, tu vas nous en parler un peu plus tout à l'heure. Et donc on a pas mal échangé et je me suis dit, ça c'est un très bon invité, quelqu'un qui connaît la K-League. J'en avais pas encore eu sur le podcast et en plus tu connais bien la Corée aussi. Donc ça va être un podcast spécial Sorare K-League, un des premiers championnats qui avait été couvert par Sorare. Et puis on va élargir un peu sur la culture et tout puisque tu t'y connais pas mal. Donc Ivan, vas-y, place à toi. À toi de te présenter. Bah écoute, je m'appelle Ivan Arrojo, je suis d'origine portugaise, après j'ai immigré à Paris avec mes parents. Je vais fêter mes 30 ans là le 3 septembre, donc voilà, et je suis un des fondateurs de la communauté Namek, pas mal de gens commencent à connaître petit à petit, et puis dans la vie de tous les jours, je suis directeur bureau d'études dans le bâtiment. Donc 30 ans, joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Ah bel âge, t'es encore très très loin de moi, mais voilà, ça monte tout doucement. Je risque pas de te rattraper. Non, c'est vrai. D'origine portugaise, alors de quelle région? Est-ce que tes parents viennent de la même région? Non du tout, j'ai ma mère qui vient de pas loin de Porto, et mon père qui est tout du nord, à la frontière espagnole, proche de Vigo, tout en haut. Ok. Et donc fan de Porto? Pas du tout. Dans ma famille, on est benfiquistes de père en fils depuis de longues années. Ok. Malgré que Benfica soit quand même vachement plus au sud que Porto. Ouais. C'est marrant, mais c'est toujours été comme ça. Après, je pense que c'est aussi ça a toujours été comme ça dans ma famille du côté de mon père. Ma mère est pas très football, donc voilà, on a pris le papa. Ok. Et donc région parisienne, Paris Centre, un peu en dehors? Non, en dehors. On va dire dans banlieue parisienne, proche de l'Oise, pas loin de la ville de Chantilly, voilà, pour ceux qui connaissent. Très joli. Très jolie ville de chevaux. Exactement, c'est ça. Et donc cofondateur ou un des fondateurs de la communauté Namek. J'avais accueilli, je pense, un des autres cofondateurs Guestar, qui était un des derniers invités de la saison précédente. Donc vous connaissez depuis longtemps. Comment est-ce que, parce que j'avais pas posé la question à Guestar, comment est-ce que vous êtes connu et d'où vient votre idée de créer un groupe assez, je vais pas dire assez secret parce qu'il fait beaucoup de bruit, il est très actif, mais il faut un passe-droit pour pouvoir y rentrer. C'est vrai qu'on limite un petit peu les entrées, mais par rapport à Guess, si tu veux, on était tous les deux sur le Discord Sorare France, qui avait été créé par Torque à l'époque, et il y a une partie qui concerne l'Asie, et on va dire que Guess et moi, on avait un point commun, c'est qu'on aime aider les autres, aider les managers à, entre guillemets, progresser, à apprendre plus sur, donner des informations. Et petit à petit, c'est lui qui est venu me parler parce que je suis un peu réservé, et pas trop, aller vers les gens. Et il est venu me parler, on s'est tout de suite plu, il y a eu tout de suite une alchimie entre nous deux. Et on en avait un petit peu marre qu'en fait, ça soit toujours les mêmes questions, que les gens soient pas, ça soit juste la demande, et il y avait pas peu de partage à part certaines personnes. Et puis un jour, Guess est venu me voir en me disant mais attends, ça serait pas super qu'on crée notre truc juste pour les passionnés d'Asie ou ceux qui ont envie de le devenir, de championnat asiatique. Et donc c'est comme ça qu'est né Namek. Ok, super. Et donc aujourd'hui ce groupe il existe depuis quoi, 1 an et demi, 2 ans? 2 ans, c'est ça, oui, tout à fait. 2 ans, ah oui quand même.
Donc vous avez vite bifurqué quand même, parce que tu t'es inscrit en février, fin février, je vois, 23 février 2021, donc on est au mois de septembre. Voilà, après 6 mois, dit ok, on va créer ce groupe-là. Alors dans le groupe, il y a combien de membres aujourd'hui? On n'est pas loin d'une centaine de membres, je crois. Je vais te dire de bêtises, mais je crois qu'on n'est pas loin d'une centaine. Okay. Après, voilà. L'objectif, c'est de rester à taille humaine, je vais dire ça comme ça. Alors oui et non. Je pense que c'est pas le but de limiter la place par rapport aux gens. Après, il y a un tri naturel qui se fait dans le sens où on essaie de garder des membres actifs et qui ont envie de participer. Donc, des fois, on est amené à faire partir des gens et en faire rentrer d'autres. On essaie de garder simplement en fait un flux un peu constant, tu vois, où c'est des petites vagues. En fait, on préfère rentrer une personne, par exemple 2 personnes tous les mois, et que ces 2 personnes-là se sentent intégrées et qu'elles soient pas parmi la masse, quoi, que les gens se sentent comme à la maison. Et qu'elles soient actives. Exactement. Donc ça, c'est vraiment le critère, c'est d'être sympa et s'intéresser évidemment au football asiatique, que ce soit la Corée ou le Japon. Même la Chine aussi. Oui, on accueille tout le monde, honnêtement. Après, c'est vrai qu'on est très centré J-League et K-League par rapport à Sorare, mais tout le monde est bienvenu. Alors, tes passions dans la vie, à part Sorare. J'en ai plusieurs, comme je te disais plus tôt. J'ai eu une passion avant Sorare et qui m'a amené aussi à tout ce côté ordinateur, c'était le jeu vidéo. Depuis que j'ai 10 ans, je joue aux jeux en ligne, mais j'ai toujours eu ce côté compétition. Et donc j'ai eu entre guillemets une carrière de joueur semi-pro dans les jeux vidéo sur plusieurs jeux. Donc voilà lesquels? De très connus, récemment mon dernier jeu c'était Fortnite, probablement le plus connu, et après plus jeune Starcraft et Counter-Strike. Ok, et quand tu dis semi-pro, c'est-à-dire tu participais à des tournois, tu streamais quand tu jouais? Alors oui, je streamais quand je jouais à la fin et les dernières années, et sinon plus jeune je dis semi-pro parce que la scène sportive n'était pas encore autant développée que maintenant, c'était pas aussi populaire, et donc on va dire que on n'avait pas, il y avait que très peu d'élus qui avaient des contrats officiels avec des clubs, mais sinon c'était on était dans une équipe semi-professionnelle et donc on touchait des cash prizes, etc. On participait à des tournois en équipe, c'était constant et c'était de l'entraînement en minimum 5 jours par jour, quoi. 5 heures par jour, pardon. 5 heures par... Ah ouais, quand même. Ouais, donc c'est contrat semi-pro, mais c'est entraînement de pro, quoi. Exactement, c'est ça. C'était pas autant développé que maintenant, malheureusement. Ok, mais donc des sports, comment on appelle ça, MPG, l'e-sport. des trucs, l'e-sport, mais c'est pas du foot, quoi. T'as pas joué à FIFA ou Non, moi la passion du foot c'est vraiment résumé à jouer au foot dans la vraie vie et regarder le foot en famille. Ah ouais, mais tu jouais pas, donc t'avais même pas FIFA chez toi, c'était plus des autres jeux, quoi, des autres. Exactement, c'est ça, tout à fait. D'autres passions encore? Ouais, écoute, le football que je pratique depuis le tout jeune âge, et après je suis un gros passionné de séries et de films, donc c'est mon autre passe-temps à côté. Je regarde tout et n'importe quoi. C'est vraiment ma passion. Passer des heures à regarder une série, à découvrir, depuis tout petit, c'est ça. Ok, donc tu passes énormément de temps. Il y avait Will Smith. C'était Will Smith qui travaille aussi qui était un de nos invités, qui travaille dans l'industrie du cinéma et qui faisait des scénarios pour une série, mais j'ai oublié. Elle est super connue, mais comme je suis pas du tout série, je suis vraiment tout l'inverse, tu vois. Voilà. Il en faut tous les goûts. Ouais, c'est ça, mais en fait, j'ai toujours eu du mal à accrocher parce que dès que tu commences, faut terminer, quoi. Et j'aime pas, ça dure trop longtemps. Ou bien alors je regarde des mini-séries. Vraiment, les seules séries que j'ai regardées dans ma vie, c'était des séries science-fiction. C'est avec que ce soit mon premier fils ou ma fille ou maintenant le dernier. Là, on est en train de faire toutes les séries autour de l'univers Star Wars. Mais 5-6 épisodes et puis c'est bon. Je partage la même chose avec toi. Mes séries favorites c'est la science-fiction. Baigner là-dedans et c'est c'est là-dessus que c'est le domaine que je préfère. Ok, alors je suis pas si noob. Vas-y, dis-moi tes préférés. Non, ma préférée, c'est un peu mon plaisir coupable, mais c'est Stargate depuis que je suis tout petit. Ok, je vois. J'ai pas regardé, mais je vois. J'ai dû certainement regarder quelques épisodes. T'as dû en voir, c'est sûr. Donc voilà, cinéma, tout, on a fait passion. J'ai pas creusé un peu le sujet de ton job. Donc tu es directeur de bureau d'études dans le bâtiment. Donc si tu peux brièvement résumer en quoi ça consiste. Alors ça consiste alors moi je suis spécialisé dans l'étude de prix. Donc par exemple, on va avoir
avoir un appel d'offres pour, je sais pas, pour un chantier, par exemple EDF, on va dire. EDF va décider de refaire une de ses tours. Et moi, mon boulot, ça va être d'étudier toute la demande technique du client et de mettre des prix, entre guillemets, devant toutes ces demandes techniques. Et donc d'estimer le budget au mieux pour pouvoir répondre avec une offre qui soit plus proche de la réalité et du coût final du chantier. Ok, donc tu travailles pour un entrepreneur finalement qui te fait appel à ton bureau d'études et qui voudrait avoir une offre de prix par rapport au cahier de charge qui a été soumis, quoi. Exactement. Après, des fois, on peut être dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, on est consulté par le client lui-même ou parfois par l'entrepreneur. Ça dépend. Il y a plusieurs ordres. Ça dépend de la demande. Ok. Donc passionnant. Tu travailles avec combien de collaborateurs, collaboratrices? Alors moi, j'ai 8 personnes à ma charge, moi, que je gère. Et après, on est amené à travailler. C'est-à-dire que si tu veux, dans le partie bureau d'études, tu vas avoir ceux qui font les plans, tu vas avoir ceux qui font de la pure étude technique du bâtiment, par exemple l'acoustique, etc. Et tu vas avoir ceux qui font la partie étude de prix. Donc voilà, on est amené à travailler avec pas mal de collaborateurs, mais moi, je gère 8 personnes. Ok, un beau gros boulot. Et là, pour ce podcast, t'as réussi à te libérer. Je t'en remercie. Bien, franchement, c'est avec plaisir. J'avais peur au début de pas réussir à me libérer, mais bon, au final, j'ai dit, je suis pas là, c'est ça que c'est comme ça, et vous allez vous débrouiller. Voilà, mais après, tu dois retourner au taf, donc on va essayer d'avancer. Ouais, c'est ça. Alors, Pico, on va attaquer tes débuts sur Sorar. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, tu t'es inscrit le 23 février 2021, donc ça un bon 2 ans et demi là maintenant. La première question, comment est-ce que t'as entendu parler du jeu? Alors j'ai entendu parler du jeu grâce à un de mes meilleurs amis qui lui est passionné de crypto depuis très longtemps et il avait entendu parler du projet à sa création. Il m'en a tout de suite parlé comme il savait que j'étais fan de foot. Mais voilà, les premières fois où il m'en a parlé, acheter des images, c'était un petit peu sombre pour moi. Et donc j'ai décidé d'acheter juste un joueur. J'avais acheté Danilo Pereira à l'époque. Et quand je suis revenu quelques mois après, je crois que c'était 2 mois après ou quelque chose comme ça, mon joueur avait fait x3. Donc je me suis dit, ah oui, ok quand même, il y a de la valeur, ça monte et ça donne envie. Et donc du coup, j'ai fini par me lancer dedans. Et puis après, on le sait tous, Sorar c'est une drogue. Quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Ouais. Et donc uniquement Danilo Pereira. Et pourquoi Danilo Pereira? Parce que c'est un joueur portugais que j'aime bien, oui. Qui venait de Porto et qui avait signé à Paris. Et je le trouvais vraiment pas cher quand il est arrivé à Paris parce qu'il était pas, entre guillemets, pas très apprécié. C'était pas la recrue phare qu'attendaient les Parisiens. Moi, je savais que c'était un bon joueur, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on tente un peu ça comme ça. Et ça reste dans la lignée de ce que j'aime faire. Ok. Et donc, t'es fan du PSG en France? Pas du tout. Mais c'est fou. Donc, t'achètes un joueur ok, il est portugais, mais il vient quand même de Porto et tu supportes Benfica. Et puis, oui. Il va au PSG et tu supportes pas le PSG. Mais il y avait pas Benfica à l'époque, sur Sorar. Il y avait que Porto qui était un des premiers clubs qui avait signé, donc voilà. Et tu supportes une équipe en France? En particulier? Pas vraiment. Non. Enfin, celle dont je suis le plus proche, je dirais que c'est Marseille, parce que mon frère supporte Marseille depuis que je suis petit. Donc c'est l'équipe que j'ai le plus suivie en France, mais sinon en France, j'ai pas de club favori. Ok, donc c'est Benfica dans le cœur et le reste, écoute, c'est cool. Donc t'es bien, t'es le profil modèle pour Sorar finalement. T'as pas d'attache si particulière par rapport à des clubs à part Benfica. Et puis exactement. On va parler peut-être de la K-League, on va en discuter, on va en discuter tout à l'heure. Donc ok, donc son super pote qui te parle de crypto, tu vois que le prix augmente, donc fait x3. Donc c'était quoi, 2-3 mois plus tard, c'est ça? Je crois que c'est 1 mois et demi, 2 mois après où je suis repassé. J'avais complètement oublié que j'avais acheté une carte sur Sorar et mon ami me dit alors ça donnait quoi? Et donc du coup j'y retourne comme ça et puis au final voilà, je suis reparti dedans. Ok. Et alors quelle était ta stratégie justement quand t'as commencé? Ok, tu t'es venu sur ta galerie, t'as vu le joueur x3, tu t'es dit quoi? Quel montant je vais mettre? Comment est-ce que je vais me débrouiller? Quel roster je vais construire? Alors j'ai pas une approche comme ça quand je démarre. J'ai vraiment vu Sorar comme un jeu et donc je me suis dit en fait que je vais tester déjà comment se passent les achats, etc. J'aime bien tester un peu toutes les ficelles d'un jeu quand je le démarre. Donc j'ai commencé par un peu comme tout le monde par viser les paliers, ce qui était la chose la plus rentable. Après une analyse simple, on voyait que les joueurs coréens étaient les moins chers par rapport à au scoring. Donc du coup je me suis orienté sur ça. En plus déjà je connaissais la Corée et j'avais déjà
quelques affinités avec ces clubs-là. Donc je suis parti dessus naturellement. Mais bon, comme pour plein de gens, entre guillemets, le début de Sorare est parsemé d'embûches et d'erreurs. Donc voilà, quand on achète des joueurs, des fois à prix fort, et 2 semaines après le prix chute, tout de suite c'est un peu dur à encaisser, mais c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Donc tu t'es directement dirigé plus par affinité, parce que tu avais déjà visité la Corée, on en parlera un peu plus tard aussi. Et donc naturellement tu t'es redirigé vers là parce que tu voyais aussi qu'au niveau rapport qualité-prix, c'était bien mieux d'avoir des joueurs coréens que des joueurs européens. C'est ça, puis ça que les prix au début, comme quand on voyait les prix des joueurs européens, quand Sorare a commencé à exploser, ça faisait peur. Vraiment, mars, avril, c'était juste après leur deuxième levée de fonds, première grosse levée de fonds, on va dire, avec Griezmann et Piqué, c'était ça. C'est ça. Les prix, ils avaient fait très très mal. Ouais, donc je comprends la démarche. Est-ce que tu te rappelles plus ou moins la somme que tu as mise dans le jeu au début? Je crois que j'ai commencé par mettre l'équivalent de 700 ou 800 euros. Ouais, je vais commencer par quelque chose comme ça. Et puis ça, t'as remis au fur et à mesure. De ce que j'ai mis au fur et à mesure, je crois que j'ai dû mettre l'équivalent de 2 ou 3 000 euros, je dirais, dans Sorare. Ok, depuis le début. C'est ça. Et aujourd'hui, parce que j'ai pas présenté ta galerie, elle vaut un peu plus de 9 Ethers, donc c'est quand même une très belle opération. Bon, au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que ça vacille assez rapidement, même si c'est quand même assez stable depuis quelques semaines, donc ça vaut plus ou moins 15 000 $. T'as 28 cartes limited, 94 cartes rares, 64 super rares et une unique. T'as gagné une fois. T'as gagné 75 rewards et t'as 10% de reward winning line-up. Et c'est vrai, quand je vois ta galerie, il y a énormément de joueurs coréens. Alors la Corée, pas le Japon. Quand tu t'es lancé. Il y a eu le Japon. Il y a toujours un petit peu de Japon. Ouais. Simplement, je trouvais des gens plus frileux avec les Coréens qu'avec les Japonais. C'est-à-dire qu'ils étaient plus enclins à vendre cher leurs joueurs japonais que les Coréens. Et aussi parce que je trouve que, alors c'est un peu moins le cas maintenant, mais les informations étaient plus facilement, on pouvait les avoir plus facilement sur la J-League que sur la K-League, qui était encore plus sombre pour la plupart des managers. Ouais, ok. Alors ta stratégie, tu l'as expliqué, ok, voilà, mais c'était quoi ton objectif en construisant donc ton roster de joueurs coréens? C'était quoi? Participer à l'Asia? T'as directement été, à l'époque avec les rares, je vais dire la rareté la plus basse c'était les rares à l'époque. Voilà, t'as construit rares, super rares ou bien uniquement rares pour tester? Alors, j'ai commencé par les rares. C'est il y a 1 an et demi, quand j'ai vu que le marché des rares était un petit peu en train de s'effondrer et que tout le monde ignorait les super rares. J'ai commencé à m'y orienter. J'avais dit à l'époque, à Guess, etc. Les gars, je pense qu'il faut vraiment aller sur les super rares parce qu'elles sont ignorées. Même Sorare n'en fait pas grand chose pour le moment. Je pense que c'est sous-évalué. Les prix, pour moi, est trop faible par rapport à ce qu'ils auraient dû être. Et après, moi, au niveau de ma stratégie, j'ai jamais prioriser le SO5 parce qu'en fait je me considère pas comme étant assez bon là-dessus, et le truc sur lequel je suis bon et je regarde du foot depuis que je suis petit, c'est entre guillemets de déceler un peu les talents et voir quel joueur est un peu sous-coté, etc., ou pas assez regardé, et donc du coup j'achète des joueurs toujours dans l'optique de les revendre, et avec tous ces joueurs que j'ai, j'aligne des équipes SO5, mais c'est en second plan toujours. Ok, donc vraiment tu te mets dans la peau du scout pour le coup. Exactement. Et pas vraiment le manager, mais plus manager qui cherche à rentabiliser, je veux dire, ses talents de scout. Et donc t'achètes et tu revends. Et vraiment le SO5 pour toi, c'est si tu gagnes des compétitions, tant mieux, mais c'est vraiment pas ton objectif premier. Ça l'était pas à l'époque et aujourd'hui, t'as pas changé, ça a pas évolué au fil du temps. Alors il y en a un petit peu maintenant, parce que c'est vrai que t'as un peu le plaisir coupable de vouloir aligner des bons joueurs dans des compétitions, notamment la Champ Asia Super Rare. Voilà, on va dire que je me suis accordé un plaisir coupable à essayer d'aligner des bons joueurs dans une compétition, parce que voilà, il fallait aussi du plaisir là-dedans. Donc voilà, je me suis autorisé ça, mais sinon c'est tout. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle ta galerie vaut autant aujourd'hui, hein.
parce que les prix avril-mai, ils étaient quand même fort élevés en 2021. Avril, mai, juin, quand t'as commencé à acheter, et puis on sait depuis un an et demi la phase que connaît Sora avec une stabilisation ces dernières semaines. Mais ouais, t'as fait par rapport à ton investissement, ou bien, enfin pas investissement, mais l'argent total que t'as mis depuis le début, tu m'avais dit 2-3 000 euros, c'est ça? Donc t'as fait minimum x4, x5, quoi. Ce qui est quand même très très beau. Et puis ça fait depuis à peu près, je dirais 6 mois que je retire tout ce que je gagne sur Sora. Tout? Absolument tout? On va dire qu'il y a 20% qui reste sur Sora. Ah ouais, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, moi c'est 50-50, mais toi c'est vraiment la totalité. C'est-à-dire aussi bien les paliers que les rewards que tu vends. En fait, sur tout ce que je gagne, il y a à peu près 20-30% qui vont me servir à racheter un nouveau profil, et le reste qui est sorti. Ouais. Et comment tu détermines tout ce que tu gagnes? C'est-à-dire les paliers et alors les rewards que tu veux pas? C'est ça. En fait, je garde très peu de rewards. La seule reward que je vais garder, je pense qu'elle peut valoir plus cher dans un futur proche. Donc sinon, tout part immédiatement à la vente. Tout ce que je gagne. Et en fait, si tu veux, pour garder mon plaisir, je me suis accordé un pool, on va dire, de 10 joueurs que j'ai depuis longtemps, que je dois avoir depuis 1 an et demi, 2 ans. Que je garde, voilà, c'est mes petits chouchous, je les vendrai pas, je les garderai, et ça me permet d'avoir ma base à moi que j'aime, pour garder ce plaisir-là, et à côté de pas réfléchir et de vendre. Ok, c'est des rares, super rares, tout mélangé, tu fais pas de distinction? Un peu tout mélangé, ouais, y a pas de distinction, tout mélangé. Ok, et donc la stratégie finalement que t'as adoptée au tout début, bah t'as toujours gardé le même cap jusqu'à aujourd'hui. Bah oui, parce que honnêtement, je pense que via Sora, on oublie souvent que c'est du football avant tout, et que le fait de regarder des matchs, je passe énormément de temps, je regarde tous les matchs de Corée, et un peu de J-League quand j'ai le temps, mais c'est vraiment le plus, qu'il y a déjà trop de matchs à regarder. Et je trouve qu'en regardant des matchs, bah en fait on peut voir des joueurs qui sont en méforme, il y a plein de choses qui se regardent, qui se voient en regardant vraiment du foot, et je pense que des fois ça met un petit peu de temps, mais le foot finit par parler, et même sur Sora. Ok, donc tu regardes, attends, je répète, hein, tu regardes tous les matchs de K-League? Tous les matchs. Absolument tous. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans pratiquement. Depuis 2 ans. Ouais. À chaque journée, tu regardes tous les matchs complets. Donc pas les résumés, tu les regardes entièrement. Je regarde entièrement tous les matchs. Si j'ai pas le temps de le regarder, ou si 2 matchs se superposent, je vais regarder le replay pendant ma pause midi par exemple. Ah ouais, mais vraiment pas en accéléré, pas les meilleurs. Tout. Ah, c'est incroyable. Je crois que c'est la première fois que j'ai un invité qui me dit qu'il regarde tous les matchs sans exception d'un championnat particulier. Mais en plus, la Corée, c'est incroyable. Après, il y a que 12 ou 13 équipes, donc bon, c'est moins que si je devais regarder tous les matchs de Ligue 1, mais ça fait du temps quand même. Eh ben, c'est fou. Eh ben, écoute, bravo, hein. Franchement, donc tu connais finalement tous les joueurs, Ouais, je pense que je connais tous les joueurs de quasiment toutes les équipes. Après, tous les noms, c'est difficile de tout retenir. C'est parfois compliqué, mais en tout cas, si on parle du visage, je connais tous les joueurs. Et à côté de ça, tu t'es pas du tout parieur, rien du tout, non? Non, du tout, pas du tout parieur. Même sur la Corée, quoi. Alors, je pense que je devrais, parce que beaucoup le font, et il y a beaucoup de cotes intéressantes apparemment sur les matchs de Corée. Donc je devrais, je pense, mais je trouve qu'il y a la part de risque et le côté addiction, ils me font un petit peu peur. Ouais, moi je sais pas. Moi j'ai aussi eu quelques potes managers qui m'ont dit « Ah mais dis, tiens, là tu savais que tu savais. On sait rien. On pense que on prédit que plus ou moins ça va aller, ça va pas scorer, là ça va faire clean sheet. Il dit mais à chaque fois c'est bon. Et c'est vrai que ouais, il faudrait parler, mais je suis un peu comme toi. Donc non, je ne touche pas à ça. Sora, ça prend déjà assez de temps comme ça, je trouve. C'est ça, exactement. Puis il y a le côté frustration que j'aime pas aussi, tu vois, dans le pari. D'être trop frustré, ça te pourrit ta journée d'avoir perdu un pari sur un truc qui s'est passé à la 96e. Je trouve que c'est déjà dur d'encaisser des fois les pas de clean sheet. Pas de clean sheet, exactement. Donc si je devais rajouter les paris là-dessus, je pense que je serais en dépression. Ouais, non, je comprends. Et donc, quelles sont les catégories, enfin les championnats dans lesquels tu participes? Donc Asia Rare Pro, la 220 super rare, la 220 rare, la 240 super rare et la 240 rare. Ah ouais, c'est tout. Donc tu mets pas d'équipe en Asia? Si, excuse-moi. Asia et Asia Pro aussi. Et Asia super rare, non? Si, Asia super rare, ouais, c'est ça. Asia super rare, 200. Enfin, en gros, toutes les compètes 240, la 220 et la 240 rare, super rare, et tous les championnats asiatiques. Ok, sauf la unique.
Bon, t'as été une carte unique. C'est ça, que j'ai récupéré récemment. Ouais, Ki Sung-Yeng, c'est pas mal ça. Bah pour l'espérant qui... Ouais, j'ai vu 0,015, c'est ça? Ouais, c'est top. Je l'avais gagné, lui, je crois. Ouais, tu vas en parler, parce que moi, j'y connais rien. Non. Non, récemment. Mais j'avais vu aussi sa super rare était pas chère. Je me dis, mais il a quand même 34 ans, est-ce qu'il va encore jouer? Mais bon, si tu l'as acheté, je présume que oui, t'as dû tomber sur Moi, en tout cas, je pense que oui. Effectivement, je pense qu'il va continuer à jouer l'année prochaine. Et en plus de ça, en fait, c'était le côté... J'aime bien l'idée d'avoir je voulais une unique pour jouer la champion super rare à fond. Donc voilà, et en plus c'est une carte que j'aime bien et c'est mon club préféré en Corée, c'est le FC Séoul. Donc je me suis dit allez, on fonce. Très bien. Bon, on va terminer cette petite partie-là, cette rubrique. Tes objectifs futurs. Je dirais que c'est le passage en unique. Je pense qu'il faut le faire rapidement. J'ai l'impression que les super rares deviennent les rares d'hier, petit à petit. Et j'aime bien avoir toujours un coup d'avance, d'être toujours un peu devant. Donc là maintenant, ça va être de viser les uniques petit à petit. Et quoi? Et alors tu comptes quoi? Tu comptes vendre ou Non. Enfin, je compte vendre ce que j'ai à vendre et là juste au lieu de trop réinvestir dans les achats-reventes, je vais continuer à emmagasiner un peu de TH pour la saison prochaine passer en... Ok, pour te positionner sur les enchères de joueurs uniques, évidemment coréens. Exactement, c'est ça, coréen. Ouais. Et quoi, ton objectif, c'est de construire ton pool pendant l'off-season en fonction des enchères qu'ils ont, ou bien d'avoir assez d'éther et enchérir sous les nouvelles cartes qui sortiront la saison prochaine? C'est un peu de tout, je dirais. En fait, si tu veux, pour moi, l'off-season, en tout cas, c'est un moment de gros travail acharné parce que pendant les mercatos en Corée, on va dire, j'ai souvent réussi à avoir les informations très tôt. Et ce qui me permet de faire beaucoup de plus-value sur des gardiens, sur plein de joueurs, etc. Et donc du coup, c'est un moment pour moi de gros travail, mais c'est un des moments où généralement je fais le plus pump ma galerie. Et tu vois, je sais pas si t'as les courbes, mais tu verras sur les courbes de ma galerie pendant la période entre guillemets entre décembre et février de 2022, ma galerie elle a fait x2, x3 en Ether, et c'était juste avec de l'achat-revente de joueurs avec le mercato. Ah oui, ok. Voilà. Donc t'es vraiment très très actif au niveau du mercato. Comme tu suis toutes les news, mais on va y arriver là maintenant à ton sujet de prédilection. Donc vraiment très actif, un peu comme beaucoup de managers sont aussi très actifs pendant le mercato européen, pendant la trêve européenne, encore avant le mercato et la fin du mercato. Voilà, j'ai enfin trouvé la bonne formulation. Là aussi, il y a énormément de mouvements et donc voilà, toi tu fais exactement la même chose pour à côté. Et alors donc si tu veux construire un unique, tu veux délaisser rare et super rare ou non? C'est juste une évolution, avoir une catégorie dans laquelle tu vas participer en plus. Ça c'est encore un sujet sur lequel je suis en train de travailler. J'avoue que les rares m'attirent de moins en moins, vraiment. Donc c'est pas sûr, mais si je dois délaisser quelque chose, je délaisserai les rares pour prendre des uniques, pour passer unique, en tout cas m'aider. Toujours garder une 240 rares pour le palier, mais je pense que en fait j'ai du mal avec les rares et j'ai du mal avec le développement des rares actuellement, les prix, etc. Ça me plaît pas. Et vas-y, explique. Si tu veux, je trouve que les prix fluctuent trop et en même temps pas assez. C'est-à-dire que il y a plein de joueurs qui valent rien et qui ont perdu toute leur valeur du jour au lendemain, et je trouve que ça a été moins le cas sur les super rares. La descente elle était moins forte. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a tellement de rares maintenant que il va se passer ce qui s'est passé avec les limited sur les rares encore. J'ai l'impression que ça va continuer à s'intensifier. Et donc du coup, je préfère m'élever en rareté. Et, voilà. Et je trouve qu'il y a... En fait, plus on monte de rareté, moins la compétition est féroce. Et on va dire que vu que je suis pas très très doué en SO5, c'est aussi pour moi une manière de tirer mon épingle du jeu comme ça. Parce que plus les gens arrivent, plus la compétition est compliquée dans ces là quoi. Ouais. Et donc ton objectif, c'est de construire finalement une cape 240 unique, quoi, avec un gardien SR et 4 joueurs uniques, non? Alors ça c'est pareil, ma réflexion je vais plus pour le moment vers l'Asia, vers faire une Asia unique. Ok, donc pas forcément la rentabilité, viser le palier, quoi. Ouais, en tout cas pour moi en termes de rentabilité, je pense que la Asia sera plus rentable que de viser le palier en unique. Okay. Ça sera peut-être plus dur à vendre sur le moment, les uniques que je gagnerai via ce championnat, mais je pense que dans un futur pas si loin, où plus en plus de gens iront vers les uniques, j'arriverai de plus en plus à les vendre et ainsi de suite. Un peu comme c'est un peu ce qui s'est passé pour les super rares récemment. Ouais. Je partage un peu beaucoup même ta réflexion. Moi personnellement, je suis aussi en pleine réflexion, parce que comme tu dis, la compétition devient de plus en plus
plus féroce parce que de plus en plus de cartes qui sont mises sur le marché. Bon, c'est vrai que là aussi en début de saison, bon, c'est moins le cas évidemment pour Challenger où il y a déjà eu les cartes nouvelle saison qui sont sorties, donc les bonus de la saison dernière sont tombés. Mais par contre, quand tu vois en Champion Europe où t'as encore les bonus de la saison passée en cours, bah, tu vois le nombre de points qu'il faut taper pour avoir une reward. Hein. Je parle pas de viser, c'est pas Vinicius ou je sais pas qui, genre, ou Kimmich, c'est pour avoir une carte. Et c'est vrai quand tu vois les points, ça pousse évidemment à réfléchir parce que si tu construis un pool qui est sympa mais que je sais pas, tu dois le sortir à 2-3 000 euros ou même 1 500 euros et que tu as de temps en temps la chance de gagner une carte qui vaut 25 euros ou 30 euros en T5. Oui, ça vaut pas voilà, ça fait réfléchir. Et pourtant, voilà, ces dernières semaines, honnêtement, depuis la reprise européenne, à chaque Game Week, je perds assez bien, même en rare, etc. Mais bon, on sait très bien que c'est de la variance. Voilà, il y a toujours ce facteur chance et tout. Après, même si on passe énormément de temps, t'as toujours quand même ce facteur chance. Donc je me dis, bah, pour le moment, ça fonctionne bien, mais il y a de la variance et donc ça pourrait basculer et tout. Et honnêtement, là, ça sera plus compliqué si t'as des belles galeries, je sais pas, qui valent 5-10 000 euros et que finalement, avec ça, t'obtiens pas grand-chose. Oui, ça fait réfléchir. Et les cartes nouvelle saison sont pas encore mises sur le marché au niveau du championnat européen, quoi. Oui, en plus. Il y a une chose que je voulais mettre en avant aussi, sur le fait de jouer de l'Asie, et je pense qui est un avantage pour les managers qui veulent jouer la K-League ou la J-League, c'est que quand tu as une reward d'un championnat asiatique, on n'a que 2 championnats à couvrir. Ce qui fait que les cartes que tu vas gagner, généralement, tu les connais. Tu sais si c'est un joueur qui peut, dans le futur, perfer, tu sais si, enfin voilà, je trouve qu'on a cet avantage-là, quand tu joues en Europe ou en Challenger, tu couvres beaucoup de régions, et ce qui fait que tu vas devoir connaître tellement de championnats, qui fait que, au final, ce que tu connais, t'es obligé de le limiter ou de moins approfondir, alors que nous, quand on gagne une carte, ça reste 2 championnats, donc c'est beaucoup plus facile de se projeter vraiment sur le développement d'un joueur. Est-ce qu'il faut que je le garde ou est-ce qu'il faut que je le vende? Et je trouve que c'est aussi une qualité de ce championnat. Ouais, tout à fait. Ouais, parce que la Chine, c'est couvert, mais il n'y a pas de carte qui sort, donc c'est ça. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour y voir clair, et c'est encore plus facile quand on regarde tous les matchs de K-League. et qu'on suit apparemment tous les comptes Instagram, enfin bref. Voilà, j'ai introduit le sujet de prédilection qui est évidemment la K-League, ta connaissance de K-League. Comment est venu ton amour donc de la Corée? Tu m'as parlé d'un voyage. Explique, si tu sais nous expliquer brièvement d'où vient cet amour de la Corée. Alors bon, déjà naturellement, si on aime les jeux vidéo, ça nous amène souvent avec la Corée et l'Asie. Vu que mon jeu de base c'était StarCraft, c'était le jeu le plus populaire en Corée, et donc j'étais amené souvent à affronter des Coréens. Donc je connaissais aussi la culture par rapport à ça. Après j'ai été amené à voyager là-bas pour mon travail. Du coup, j'avais dû aller 3 fois, je crois, j'ai été en Corée pour, si tu veux, pour des projets dans le bâtiment où il y avait entre guillemets besoin d'expertise d'entreprises françaises, et on m'a proposé et j'ai foncé. Après je dirais que j'ai pas appris grand chose de la Corée à ce moment-là, parce que voilà, quand on est dans le monde du travail, on se lève, on va au boulot, on rentre chez soi, et puis c'était très charbon. Donc mais la culture en elle-même, je la trouve incroyable. Globalement en Asie, le respect des gens, tout ce qui va avec, et j'ai trouvé ça fou. Ça m'a tellement attiré, j'ai trouvé ça tellement on se sent tellement en sécurité, les gens ont l'air tellement plus sympathiques, je sais pas comment expliquer ça, mais le côté respectueux, comment c'est fait chez eux, ça m'a tout de suite plu, j'ai accroché, et pour moi ça a été un plaisir en plus de ça, de découvrir un championnat et un foot qui est tellement particulier, comment ils sont, et le développement aussi, d'avoir un championnat qui est en plein développement, je trouve ça très agréable. T'es resté combien de temps lors de ces 3 missions pro? Alors une première fois 3 semaines, la deuxième fois simplement 1 semaine et demie, et la troisième fois pratiquement 1 mois. Ouais, donc t'es quand même resté pas mal de temps sur place, donc ça t'a permis c'était pas que métro boulot dodo, quoi. Bah honnêtement, par rapport aux charges de travail qu'il y avait, on sortait un petit peu le soir, mais la journée c'était vraiment du boulot. Et donc t'étais à Séoul, t'as eu le temps de visiter un peu? C'est ça. T'as eu le temps de voir des matchs? Pas du tout de voir de matchs, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas connaissance de la K-League en fait. J'avais pas connaissance que le foot c'était quelque chose en Corée. Et c'est pour ça que j'adore Sorare, c'est que en fait Sorare, quand j'ai vu qu'il y avait des cartes coréennes et que c'était des cartes de foot à coréen, je me suis dit non mais attends, c'est fou quoi. Je suis une entreprise française, je suis en train de jouer un jeu et il y a le lien qui se crée. Donc du coup voilà. Mais c'est mon grand regret, mais je pense que d'ici
d'ici peu, je vais aller combler ce manque. Ouais, donc t'es plus retourné là-bas en dehors de tes missions pro, quoi. Non, du tout, pas encore. Donc c'est un objectif. Ouais, c'est pas encore. Donc t'as l'air quand même fort déterminé là. Probablement cette année. Probablement cette année, je vais y aller. Ok. Bah bon voilà. Fin d'année pour la reprise des championnats. Je pense c'est ça, exactement. Pour la reprise des championnats autour de février, mars. Je pense que je vais y aller à ce moment-là. Ah bah écoute, super. Et quoi, à Séoul? Ouais, comme t'es fan de Séoul. Alors je pense que Séoul, à Suwon. Après j'ai envie de me balader un petit peu. J'ai envie d'aller à Jeju, l'île de Jeju qui est une île magnifique. Donc aller me balader, visiter et puis c'est vrai que faire quelques matchs emblématiques si je peux. Ok. Donc ça serait rester 2-3 semaines quoi. Et pourquoi fan de Séoul? Parce que t'as été dans cette ville-là ou bien c'est parce que c'est le jeu le style de jeu qui te plaît? Il y a le côté, il y a la ville effectivement que j'ai été, mais oui c'était le style de jeu qui me plaisait et le club en lui-même c'est un club qui a beaucoup de ferveur et qui a toujours prôné un jeu de possession et voilà, il y a des joueurs qui jouent là-bas, par exemple Kisung que tu as parlé plus tôt, qui était un joueur connu en Europe que je connaissais aussi petit, donc du coup voilà, ça m'a naturellement attiré. Alors quelques particularités sur la culture coréenne, parce que je me rappelle quand on s'était vu, tu m'avais parlé je sais plus, c'était un animal, un truc un peu bizarre là qu'on ne voit uniquement en Corée. Non, c'est pas ça? Ah oui, c'est ça, c'est une cigale qu'il y a à Séoul. Ah oui, c'est ça, voilà, ouais. Ça, je trouvais ça énorme comme anecdote, vas-y. Du coup, en fait, il y a des cigales à Séoul et pendant la période de reproduction, les cigales émettent un son et en fait, il y a tellement de bruit dans la ville de Séoul que en fait, les cigales ont été obligées d'augmenter la puissance de leur chant et elles sont énormes, c'est-à-dire que si vous prenez un poteau stop par exemple, elles font la largeur d'un poteau, vraiment, et elles sont énormissimes. Si jamais on rapproche son oreille trop près des cigales pendant qu'elles sont en train de faire leur chant, tu peux littéralement perdre ton tympan. Et en fait, quand t'es à Séoul, pendant la période de reproduction des cigales, moi j'avais été pendant ce moment-là, en fait, on a l'impression que la ville est constamment en travaux, mais vraiment des travaux proches de toi tout le temps, quoi. Et donc, on n'entend rien du tout, et on est obligé de se rapprocher très proche des gens pour pouvoir leur parler, parce que sinon tu t'entends vraiment rien. C'est un truc de fou. Ouais, donc c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. C'est un peu horrible. Non, mais c'est vrai, c'est horrible. Et quand on te montre pour la première fois que c'est la bestiole qui est là-bas, qui fait ce bruit-là, tu te dis quoi? Donc, moi, je rigolais, je te croyais pas. Et puis j'ai été voir, et puis je voyais ces bestioles. Et je dis, tiens, je croyais que je m'y connaissais un peu en tout ce qui est nature, faune et tout. Mais ça, je savais même pas que ça existait, quoi. C'est des ovnis. C'est des ovnis, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a plein de bestioles bizarres, hein. De toute façon, au Japon et en Corée, il y a beaucoup de bestioles bizarres. T'en as mangé aussi? Des trucs un peu bizarres, qui sortent de l'ordinaire? Non, du tout. Non, du tout. Franchement, honnêtement, en Corée, j'ai pas eu l'occasion de manger des trucs qui sortent de l'ordinaire. À part des poissons qu'on n'a pas l'habitude de manger chez nous, ou ce genre de choses, mais voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Des méduses, par exemple. Moi, j'en ai mangé des méduses, mais pas... C'était dans un restaurant coréen. C'est bon? Ouais, franchement, c'est vraiment bon. C'était des sushis à la méduse. Voilà. D'accord. Okay, mais à mon avis, c'est une sorte de méduse bien particulière. Enfin, je pense. Oui, ou bien, il faut le découper d'une manière aussi particulière. C'est comme le fameux poisson. J'ai complètement oublié le nom, mais tu vois le poisson. Oui, le poisson. Le poisson mortel là. Ouais, si tu le coupes pas bien, voilà, pas de bol. Tes clients, tu vas au resto pour te divertir, mais tu rentres entre quatre planches. Je sais pas si je prendrais le risque honnêtement, mais c'est vrai que ça a l'air fou. Le fugu, F-U-G-U. Oui, le fugu. Mon ami Rafi-san serait pas content que je ne sache pas ça. Voilà, donc voilà, c'est bon, on a rattrapé le coup. D'autres choses, donc culture, tu m'avais dit aussi que t'adorais la cuisine coréenne. C'est ça, tout à fait. La cuisine coréenne, c'est incroyable. Je trouve que très épicé, mais incroyable. Ouais, bah bon, les Portugais, ils mangent pas si épicé que ça. Non, pas trop. Mais bon, toi, t'as un peu appris là-bas, quoi. C'est ça. Après, on aime la sauce piquante, on va dire, mais pas comme les kimchi épicés, etc. Non, c'est pas la même chose. Donc, kimchi, t'adores ça? Oui, moi, j'adore ça. Je trouve ça très bon. Ma compagne n'aime pas du tout. Par exemple, mais moi j'aime. Donc vous achetez un pot, c'est uniquement pour toi, quoi. Exactement. Après, je suis pas trop tendance à aller acheter des produits coréens. J'avoue que je préfère aller dans un restaurant et le côté me faire cuisiner coréen. J'aime bien. Et le soju aussi, tu connais ça bien. Ça c'est ce qui m'a permis de tenir pendant mon voyage. Alors, pour nos éditeurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le soju? Alors
je pourrais pas te dire totalement, je sais que c'est un alcool de riz. Ouais. C'est un alcool de riz Ouais. qui se fait de plusieurs parfums. Enfin voilà, qui est parfumé de plusieurs manières. Mais après, la connaissance là-dessus, j'avoue qu'à part le boire, je sais pas trop. Mais bon, c'est un peu l'équivalent. Enfin, non, peut-être pour ceux qui s'y connaissent, ils vont dire, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Mais c'est de l'alcool de riz, un peu comme le saké, quoi. Un peu comme le saké. Mais je dirais, je crois que c'est plus fort que le saké, hein, pour moi, de me souvenir. Ouais. T'es sûr de bien t'en rappeler? Pas tout le temps, non. Ok. Et culture K-pop? Ouais, non, ça t'a bien fait rire. Oui, non, ça m'a bien fait rire, mais pas du tout K-pop. C'est pas. J'aime beaucoup les musiques de manga. Je trouve, voilà, pas plus la langue japonaise très belle dans les musiques, mais en Corée, non, pas trop. T'as intérêt à dire ça, parce que sinon aussi, il y a Rafuzan, il risque de te tuer aussi si tu dis que j'aime pas la musique d'animé de manga, ouais. Bon, on va attaquer maintenant vraiment le championnat coréen. Parce que c'est quand même un championnat très très atypique. Il y a des règles d'ailleurs qui m'ont fait fuir très très vite de l'Asia et je vous remercie les Namecs parce que grâce à vous je suis retourné dans l'Asie et ça va, je tiens bon pour le moment même si les rotations elles me rendent toujours aussi dingue. Ça me rappelle d'il y a 2 ans et demi quand je suis rentré dans le jeu. Allez, et explique un peu le championnat coréen. Comment est-ce que ça se déroule? Quelles sont les particularités propres à la K-League? Est-ce qu'il y a des évolutions à attendre pour l'année prochaine? Vas-y, dévoile-nous tout. Alors, déjà la première chose qu'on aborde quand on parle de championnat coréen, c'est le service militaire. Donc, faut savoir que les Coréens sont forcés de faire un service militaire, pas un choix, hein, c'est obligatoire. Et même pour les footballeurs, à part si vous avez rapporté une médaille ou fait briller votre pays de façon internationale. Donc, par exemple, les Jeux Olympiques, toutes ces choses-là, les équipes qui vont gagner les Jeux Olympiques ou les coupes d'Asie avec l'équipe nationale seront exemptées de service militaire. Donc, la petite particularité du champ par rapport à la K-League, si tu veux, c'est que quand un joueur doit effectuer son service militaire, s'il a moins de 27 ans, il a le droit de demander à le faire dans l'équipe de Gimcheon. L'équipe de Gimcheon, elle était l'année dernière en K1, cette année elle est en K2. Et donc du coup, ils envoient leur candidature pour participer à cette équipe. Les candidatures sont refusées ou acceptées, et si elles sont acceptées, le footballeur a la chance de pouvoir faire son service militaire tout en évoluant dans une équipe qui a le niveau professionnel. Donc Gimcheon qui est aussi entre la K1 et la K2. Donc ça, c'est le côté très intéressant pour les joueurs, et tous les joueurs, c'est soit ils se battent pour être exemptés de service militaire en allant avec leur nation gagner quelque chose, soit on essaie d'aller à Gimcheon, garder une continuité dans notre carrière professionnelle. Il y a beaucoup de joueurs qui essayent de le faire tôt. Là, on voit de plus en plus de joueurs qui, maintenant 22 ans, 23 ans, même des fois plus jeunes, vont au service militaire et sont acceptés à Gimcheon, simplement parce que maintenant les Coréens sont plus attirés par l'Europe que par le passé. Donc du coup, ça permet de se libérer parce que voilà, si on est un club européen et qu'on veut acheter un joueur de 24-25 ans coréen talentueux, malheureusement, s'il a fait son service militaire, on sait qu'on va le perdre. Ah ouais, carrément. Il peut pas le faire plus tard quand il est retraité, non. Non, il peut pas. Là, par exemple, il y a le souci avec Lee Kang-in qui est à Paris, que Paris a recruté. Lee Kang-in, il va participer, s'il est revenu à temps de blessure, à la coupe, aux Jeux asiatiques, et il espère à tout prix le gagner pour pouvoir voir sa carrière européenne être écourtée, quoi. Donc, mais c'est fou. Mais par contre, s'il la gagne, on lui fout la paix. S'il la gagne, on lui fout la paix, il a rapporté une médaille au pays, il n'y a pas de souci. Et il y avait eu le cas avec Mais il faut la médaille d'or? Il faut la médaille d'or, ouais. Ah oui, donc argent, c'est dans l'os, quoi. Non, du tout. Et par exemple, Son, il y a quelques années, qui avait remporté les Jeux Olympiques, il me semble que c'était avec la Corée, et c'était sa dernière année, parce qu'en plus, certains joueurs demandent à ce qu'il soit repoussé, c'est une demande exceptionnelle. Son avait demandé à ce que ça repousse, il avait réussi à la repousser d'1 an ou 2, et c'était sa dernière année, il fallait à tout prix qu'il gagne ces jeux-là, sinon il devait rentrer en Corée, fini Tottenham, et let's go service militaire. Ah, c'est dingue. Et donc ils doivent le passer avant quel âge? Il y a une date? Oui, il y a une date. Pour les joueurs, normalement c'est 28 ans à peu près. Après pour ça dépend de tes corps de métier, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais il y en a qui peuvent être repoussés jusqu'à par exemple 31 ans. Après je te disais par exemple pour Gimcheon, si tu as passé 27 ans, tu peux y aller. Donc ça veut dire que si tu fais ton service militaire à 28 ans par exemple, tu vas devoir aller faire ton service ailleurs. Et t'as des équipes en K4 qui accueillent certains joueurs, mais c'est du niveau amateur et ça permet aux joueurs de continuer un petit peu à jouer. Mais sinon après t'as plein de services, de corps militaires, et donc qui te permet de faire ton service militaire dans différents pôles si tu veux, et qui ont des durées différentes. Ok, c'est vraiment très très atypique. Exactement, c'est vrai. Et quoi? Et là, donc pas que je me trompe, hein, tu corriges-moi. Donc tu peux, décider à un moment donné, là maintenant,
j'ai envie de faire mon service militaire, ou bien c'est l'État qui t'appelle, qui dit maintenant tu vas faire le service militaire et t'as pas le choix de refuser. Alors, en fait, si tu veux, quand tu atteins l'âge requis, parce que si tu veux, il y a ce qu'on appelle l'âge coréen. L'âge coréen n'est pas le même âge que pour nous. Oui, c'est vrai ça. Voilà, en Corée, on considère que le 1er janvier, tu as 1 an. C'est-à-dire que si tu es né le 20 décembre et que dès que tu arrives au 1er janvier, selon l'âge coréen, tu as 1 an, même si tu as 10 jours. Tu comprends? C'est énorme. C'est énorme, bah oui, mais c'est pour ça que des gens comprenaient pas. Pourquoi même mon joueur, il a 27 ans, mais il est obligé de partir au service, etc. L'autre, il disait, putain, le mien a 28 ans, mais il y va toujours pas. Parce que ça va dépendre de l'année, du moment où tu es né dans l'année. Donc, du coup, ça joue là-dessus, parce que c'est suivant ton âge coréen que tu dois faire ton service. Donc, déjà, il y a ce premier truc-là à prendre en compte. Et ensuite, par rapport, tu disais, à vouloir le faire ou non, pour les footballeurs, en tout cas, là, par exemple, je sais pas, Shogesung, qui est parti à Midtjylland, qui l'a déjà fait, lui, il avait envoyé sa candidature quand il avait 21 ans, 22 ans. Il a été accepté et donc il a pu faire son service plus tôt. Mais c'est la seule manière pour un footballeur de le faire plus tôt, c'est d'être accepté à Gimcheon. Ok, c'est vraiment le en K4 là, ça compte pas. Non, ça ne compte pas. Le K4 c'est simplement un club. C'est considéré comme un club d'armée, mais c'est que pour quand tu fais ton service à côté quoi. C'est pas comme Gimcheon. Gimcheon c'est vraiment un endroit où tu joues au football à niveau professionnel, permet de pas stopper ils ont fait ça pour pas stopper la carrière de tous les joueurs talentueux qu'il pourrait y avoir en Corée. Et en même temps, tu apprends toutes les notions militaires à côté. Donc c'est pour ça que les joueurs qui y vont reviennent très souvent un peu gabés physiquement et beaucoup plus costauds. Parce qu'à côté du club, ils font des entraînements militaires. Ok, ils sont cheatés, quoi. Exactement, c'est ça. Ah, c'est fou. Et combien de temps dure le service militaire? Alors, si tu vas à Gimcheon, c'est 1 an et demi. Après, suivant, si tu vas pas à Gimcheon, ça peut aller jusqu'à 2 ans et même un peu plus de 2 ans. Ça va dépendre du service où tu le fais. J'ai pas tous les services en tête, mais par exemple, tu peux être dans le service de la ville, donc c'est-à-dire être agent de sécurité, des choses comme ça, pour aider la ville. Tu peux le faire dans le corps militaire, dans des corps militaires armés de terre, etc. Enfin voilà, il y a plein de corps. J'ai pas tous les temps, mais ça peut aller jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi. Ah ouais, donc t'achètes un joueur, et s'il est pas prêt, et Gimcheon, ils sont à combien là dans le club? Ils sont 50 ou bien ils ont un nombre limite de joueurs? Je crois qu'ils sont une quarantaine, mais ouais, ils ont un nombre limité de joueurs. Ouais. Ah oui, quand même, il y en a quand même une quarantaine, quoi. Ouais, mais après, parce qu'ils ont beaucoup ils font de la formation aussi. T'as pas que des joueurs comme je te disais, t'as pas que des joueurs de 26 ans ou 27 ans. T'as aussi des jeunes joueurs qui sortent de formation et qui sont, même un joueur qui sort de l'université de foot en Corée peut envoyer sa demande à Gimcheon pour être pris. Et après, c'est juste des tests. Ok. Ah ouais, c'est vraiment très... Et par contre, t'as un autre joueur qui est pas accepté. Donc il y avait, moi je me rappelle, j'avais acheté un joueur qui est assez connu là, Anne Raché ou tu vois de qui je veux parler. Anne Shaira Achandray, exactement. Donc je l'avais acheté au tout début, mais ça remonte à plus de 2 ans et demi. Et puis c'était un des GOAT du jeu. Il y a plus de 2 ans, mais il a été faire son service militaire. Je me dis tiens, je vais acheter la carte, le prix a baissé. Et finalement je l'ai gardé, mais lui pendant un bon bout de temps il était absent quoi. Donc à partir du moment où t'es un joueur pendant presque 2 ans, tu peux en fait oui, tu peux ne plus l'utiliser quoi. Si Gimcheon n'est pas en K1, c'est pour ça que l'année dernière par exemple Gimcheon était en K1, donc tous les joueurs qui allaient en service militaire à Gimcheon, ils étaient contents parce que c'était couvert. Ouais. Et là cette année ils sont descendus en K2. Là pour l'instant ils sont 2e du championnat, donc on espère qu'ils remontent pour pas perdre nos joueurs. Mais voilà, malheureusement on est un petit peu dépendant de ça. C'est vrai que des fois c'est 1 an et demi, pendant un an et demi, on prend son joueur, on le met au fond de sa galerie et on attend. On attend qu'il revienne quoi. Ah, c'est fou. Exactement. Bon, ça, c'est une sacrée particularité. Est-ce que... Oui, il y en a d'autres. La U23. Explique-moi un peu cette règle. U23 ou U22 Alors, c'est U22 et pour promouvoir la jeunesse coréenne, entre guillemets, et que le championnat reste... puisse développer ses joueurs, en K-League, on a le droit à 5 changements. D'accord, maximum. Si tu n'as pas de joueurs de U22 sur le terrain, tu en as le droit qu'à 3 changements. Si jamais tu démarres avec un joueur U22 sur le terrain, tu as le droit à 4 changements. Et si tu voudrais effectuer ton 5e changement, il faudra qu'un autre U22 rentre sur le terrain. Et si au démarrage du match, dans ton 11, tu as 2 U22, tu as le droit directement à 5 changements. Ok. Je sais pas si j'étais très clair, mais c'est un peu... Ouais, c'est pas logique, mais c'est compréhensible. Et donc c'est ça. Et ouais, c'est vraiment mais l'obligation, c'est quoi? C'est un U22.
L'obligation, c'est... En fait, il n'y a pas d'obligation. Pas, t'es pas obligé quand même. Voilà, c'est ça. Des fois, il n'y a pas de U22 sur le terrain, mais il y a un U22 qui va rentrer en cours de match pour pouvoir aller chercher les changements supplémentaires. Ok. Et c'est pas très bien vu non plus. C'est pas très donc, bien. Donc, récap, il y en a 2. Donc, si t'as pas d'U22, c'est 2 changements, c'est ça? 3 changements. Ah, 3 changements. Exactement. S'il y a un U22 qui monte sur le terrain, ça reste toujours 3 changements parce que t'as fait monter un U22. En fait, à chaque fois que tu fais rentrer un U22, si tu veux, tu gagnes un changement. Ouais, c'est ça. Voilà. Sauf si tu démarres avec les 2 dès le début, t'as directement tes 5 changements, et c'est pour ça que ne soyez pas surpris si vous voyez des joueurs sortir à la 10e, 15e minute du match. C'est ça. Ouais. Bah, c'est juste le U22 qui se fait remplacer pour pouvoir récupérer les changements et avoir un joueur qui rentre simplement pour 75 minutes. Donc, voilà. Ouais, c'est fou. Moi, au début, je regardais ça, puis je me dis, mais pourquoi il fait jouer 15 minutes, 20 minutes? C'est quoi l'intérêt? c'est quoi l'intérêt? Le pauvre, quoi. Ouais, écoute, tu vas jouer, mais c'est pour plus tard. Ah ouais, c'est vraiment pas. Et donc, tu dis que c'est quand même sujet à discussion, sujet à débat en Corée ou pas trop? Alors oui, ça débat beaucoup de ça en Corée parce que t'as beaucoup de joueurs, par exemple Lee Seung-woo, qui est un joueur qui a effectué sa formation à Barcelone et qui joue actuellement à Suwon FC, avait même fait un tweet public en disant, en critiquant cette règle de U22, parce que c'est vrai que c'est dur pour les joueurs de rentrer en cours de match, à la 15e minute et de se mettre dedans directement. T'as beaucoup de joueurs qui trouvent que c'est se tirer une balle dans le pied pour les matchs. T'en as d'autres qui veulent garder ça pour continuer à promouvoir les jeunes. C'est sujet à beaucoup de débats en Corée. Donc je pense que la règle évoluera dans les prochaines années. Mais oui, ça reste quelque chose qui fait débat parce que c'est très unique à la Corée et beaucoup de joueurs coréens qui ont eu des expériences internationales trouvent que ça n'aide pas au développement de la qualité. Des jeunes, ouais. C'est une mesure mise en place pour favoriser les jeunes, mais en fait, non, pas tant que ça, quoi. Il y a plein de petites choses comme ça, tu sais, en Corée. Pas beaucoup de gens savent, mais les gardiens étrangers sont interdits dans le championnat coréen. Ah ouais, interdit? En fait, c'est interdit. Tu ne peux pas avoir de gardien étranger dans ton équipe. Interdit dans le championnat coréen. Et en fait, c'est à cause de... il y avait quelques années, dans l'équipe de Seongnam, il y avait un gardien étranger qui était trop fort par rapport aux autres gardiens et qui, vraiment, il était incroyable. Et en fait, ils ont trouvé que c'était de la concurrence déloyale parce que les gardiens, genre européens, etc., étaient trop forts par rapport au championnat. C'est énorme. Oui, c'est fou, hein. Non, mais il y a des règles comme ça qui sont assez fortes. Mais par contre, d'avoir Chezinha pendant X années à son attaque, c'est pas cheat, ça. il est pas trop fort pour les gardiens et pour les défenses d'en face. Tu m'étonnes. C'est vrai qu'avoir Chezinha dans son équipe, c'est incroyable. C'est la belle histoire, en plus. Oui, parce qu'honnêtement, c'est pas beau avoir joué, hein. Maintenant que je regarde des matchs de Daegu, quand même. Maintenant, je comprends qu'il y a quand même beaucoup de membres de votre communauté, là, qui disent, oh, Daegu, c'est moche à avoir joué. Je confirme, c'est pas très beau. Honnêtement, il y a 10 défenseurs et il y a un joueur, quoi. Il y a un joueur qui fait tout le reste. C'est incroyable. Cette équipe est incroyable. J'aime bien le petit jeune, moi, quand même, Park Se-jin, là, qui est titu depuis 2-3 matchs. Je le trouve pas mal. C'est un super jeune. Mais bon, la mauvaise nouvelle, là, c'est que bientôt, je devrais devoir m'en séparer, vu qu'il a 18 ans. Voilà, pendant 2 ans, ou en espérant qu'il tombe à Gincheon, d'ici quelques temps, et qu'ils seront en K-League 1. Oui, mais t'as le temps. Tu as le temps, quand même, d'avoir, à 18 ans. Ouais, normalement, ouais. Alors, d'autres particularités. Donc, les gardiens étrangers interdits, et c'est pour ça, d'un côté, qu'il y a autant de turnover de gardiens dans le championnat coréen. C'est un truc de fou, quand même. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover dans le championnat coréen. C'est-à-dire que c'est un poste qui, contrairement à nous en Europe, il est beaucoup mis en concurrence. Enfin, ils croient pas trop en la pérennité. Enfin voilà, d'avoir un gardien, d'être toujours titulaire, il va prendre de la confiance, il va devenir meilleur. Eux, tu fais pas des bonnes performances, l'autre est meilleur que toi à l'entraînement, on va lui donner sa chance. C'est toujours été comme ça en Corée. Après, c'est aussi un pays qui crée des bons gardiens, et honnêtement, on n'a qu'à le voir, par exemple, en J-League, les gardiens coréens s'exportent très bien en J-League parce qu'ils ont un très bon niveau. Donc ça, je pense qu'honnêtement, c'est une des bonnes choses que la Corée a mis en place, enfin, que les coachs coréens ont mis en place, parce qu'il y a beaucoup de bons gardiens, je trouve, qui sortent de Corée, et que je pense même que dans le futur, ça sera un des postes sur lesquels les Européens viendront se pencher en Corée. Ok. Donc tu trouves qu'il y a vraiment du bon travail qui est fait, et de manière un peu ironique, le meilleur gardien coréen joue au Japon. Exactement, aussi. Park Il-joo, ouais.
Et dans un club, Sagan Tosu, ça joue pas le il y avait le haut de classement. Il y avait Kim qui évolue maintenant dans un club d'Arabie, mais le gardien de l'équipe nationale qui évoluait à Kashiwa-Reysol, si je me trompe pas. Ouais, Kashiwa-Reysol, qui est gardien de l'équipe nationale et qui s'est fait recruter très cher par un club d'Arabie. Et après voilà, il y a par exemple Song qui a été recruté cette année par Belmar, qui est un très bon gardien. Voilà, il y a toujours eu ce truc-là des gardiens. Les gardiens coréens sont très appréciés au Japon. Ok. Et pourquoi ils partent au Japon? Parce qu'ils sont mieux payés ou bien Alors parce que c'est pas les mêmes règles, si tu veux. Pour un Coréen, le Japon est souvent un step-up. Ils considèrent que la ligue est meilleure, donc pour eux c'est un step-up dans la carrière d'aller au Japon. Et ensuite, si tu veux, il y a une nouvelle règle qui fait que maintenant, si tu as moins de 25 ans, par exemple, et que tu souhaites partir en Europe, tu dois avoir un accord de l'État. En fait, ils ont fait ça à cause des groupes de K-pop qui perçaient et qui partaient en Europe et ne voulaient plus revenir faire leur service militaire. Et donc du coup maintenant, ça a engendré tout un truc. Et donc du coup maintenant, en fait, si tu veux partir du pays et aller en Europe, tu dois demander l'autorisation et c'est compliqué, etc. pour les clubs. Alors qu'aller en Asie, au Japon juste à côté, ça va. Ok. Comme c'est un pays asiatique, il y a pas trop de soucis. Et donc dans les autres pays, en Arabie et tout, c'est aussi moins contraignant que d'aller en Europe. Alors Arabie, je t'avoue que je sais pas du tout. Je connais pas du tout le lien Arabie Corée ni Arabie Japon. Je connais pas trop, je peux pas te dire. Et toi, comment est-ce que tu obtiens toutes ces infos? Comment est-ce que tu fais? Parce que c'est vraiment compliqué. Bon, ok, tu regardes tous les matchs. Bon, c'est un avantage. Mais après, il faut lire. Je présume que tu sais pas lire le coréen. Je présume, hein. J'ai des bases. J'ai des bases de coréen. Je peux lire une phrase de coréen et comprendre son sens à peu près, mais. Ah ouais, quand même, très bien. Ouais, t'as suivi des cours ou bien c'est au fur et à mesure de... Je me suis entraîné tout seul. Avec des traductions, etc. À apprendre les signes un petit peu. Génial, super passion. Ouais, de fou, mais c'est très compliqué. Mais mais c'est vrai, mais c'est vraiment la passion qui t'amène à faire ça. Je trouve ça génial, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, je lis beaucoup. Je passe beaucoup de temps sur les forums coréens. Il y a un très bon site aussi qui s'appelle Lucarne Opposée, qui propose des super articles sur la J-League, la K-League, etc. Sur plein de championnats, qui nous donnent plein d'infos. Et après, c'est de la fouille, c'est de la curiosité, je dirais. Après, en fait, je trouve que ça c'est beau avec Sora aussi, c'est que on subit des choses et via des matchs ou etc. Et moi j'ai toujours envie de comprendre pourquoi mon joueur ne joue pas, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc du coup, je vais à fond dans le sujet et j'essaie de me documenter après via internet. Et comment tu fais? Voilà, le joueur n'a pas joué, tu vas chercher où? C'est ok, internet c'est vaste, mais tu vas où? Par exemple, il y a Femco qui est un des forums coréens les plus populaires. Il y a plein de choses qui se disent, tout et n'importe quoi, mais il y a une partie qui concerne le foot. Moi, je conseille beaucoup aux gens d'utiliser, alors c'est bête la traduction, mais la traduction en anglais et pas en français pour chercher des choses en coréen, parce que la traduction coréen-français n'existe pas. En fait, si vous faites une traduction du coréen au français, ça va d'abord faire du coréen à l'anglais, puis de l'anglais au français. Donc forcément. Il y a beaucoup de notions qui vont se perdre et puis voilà, après honnêtement on trouve plein de choses sur internet et pareil les clubs de fans, etc. Par exemple comme je me suis intéressé à Séoul, j'ai réussi à trouver le site des fans de Séoul et puis après voilà, on est sur leur forum. Alors pour la petite anecdote, si tu veux une anecdote drôle, pour t'inscrire sur un site coréen, il te faut à tout prix une adresse coréenne. Tu n'as pas le droit une adresse postale ou une adresse mail? Une adresse mail, alors une mail déjà, parce qu'il te faut une adresse mail, par exemple, je crois que c'est Naver. Il te faut une adresse mail de type coréenne. Là, j'ai plus le nom en tête. Ah oui, quand même. Ok. Je crois que c'est Naver, donc il faut un groupe coréen. Et il te faut une adresse, pour certains sites, il te faut une adresse postale coréenne, d'accord. Et pour la petite triche, en fait, du coup, j'ai triché en cherchant soit une ambassade, soit des rues comme ça qui peuvent être liées à un pays asiatique ou coréen, mais française, du coup, et en envoyant un mail pour leur donner ma carte d'identité française, en leur disant que je ne pouvais pas vous donner une adresse coréenne parce que soit j'habitais à l'ambassade ou des trucs comme ça. Et ça m'a permis d'avoir accès à des sites. Mais non. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, t'es allé jusque là, quoi. Oui. Envoyer ta carte d'identité, dis voilà, je suis dans l'ambassade, je suis diplomate, j'ai pas d'adresse coréenne. Exactement. Et ça marchait. Donc, ok.
petite anecdote. Ah ouais, mais donc s'il y a des autres managers qui veulent faire la même chose, bah, bonne chance quand même. Hein. Ils vont se dire, mais c'est quoi tous ces gens là? Il y en a 150 qui demandent de s'inscrire en même temps. Ils sont tous dans l'ambassade française. Allez, stop, ça va commencer à gueuler. Donc, ouais, voilà, c'est ça. La petite anecdote. Ah ouais, vraiment très sympa. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu lire un peu partout sur Twitter, tu es à l'affût. Tu es à l'affût des fans de joueurs coréens, de leur compte Instagram. Je sais où tu veux en venir. Obtenir des infos. Bah oui, exactement. Non mais c'est vrai, t'es vraiment abonné à tout plein de pages, aussi bien aux pages des joueurs que de leur entourage. Tu serais pas le seul, hein. J'ai entendu pas mal de managers qui font la même chose sur des championnats spécifiques, donc ça ferait juste un équivalent pour la Corée, quoi. Non mais c'est vrai effectivement que j'ai pris un peu de mal, et bon à le dire comme ça, mais à trouver toutes les femmes des joueurs coréens et même étrangers, du coup sur Instagram, parce qu'elles publient, voilà, toutes les femmes publient beaucoup de story, et parfois on n'a pas d'informations sur un joueur, ou alors on se demande s'il va signer dans tel ou tel club, et souvent c'est les femmes qui balancent l'info en premier. Voilà, par exemple, en disant bah tiens, je suis au Japon, et elles vont prendre une story au Japon en se disant bah c'est rien, j'ai le droit de mettre une story au Japon, sauf que bah ça concerne un transfert, qu'est-ce que tu irais faire avec ton mari au Japon pile au moment où il y a une info transfert qui sortirait. Donc ça aide beaucoup ça, et puis les agents de joueurs, les agents brésiliens de joueurs en K-League. Voilà, je suis un peu tout ça. Okay. Mais à chaque fois tu dois traduire, ou bien comme tu l'as dit, non, tu peux comprendre globalement maintenant grâce à... Bah, globalement, la plupart du temps, je traduis, hein, Google Traduction sur votre téléphone, et vous pouvez traduire n'importe quoi. Donc, la plupart du temps, je traduis, sauf quand c'est du brésilien, vu que je parle pas. Ça va. Ouais, ça facilite les choses, effectivement. Exactement. Alors, d'autres particularités, parce que je pense pas qu'on est arrivé au bout de la liste, là. On n'est pas arrivé au bout de la liste, je vais te la faire courte, comme ça, on va pouvoir avancer, mais si tu veux, la quantité maximum d'étrangers dans le 11 d'une équipe coréenne, ça va être 3 étrangers hors Asie maximum, et il y a un slot pour un joueur étranger qui vient d'Asie. Donc par exemple un Australien ça passe, par exemple pour Grant à Pohang ça marche, voilà. Et donc du coup ça c'est le maximum dans le 11 coréen. Si on veut faire rentrer un autre étranger, il faut en sortir un. Mais donc dans le 11, mais il y a pas une limite par rapport au roster global. Limite par rapport au roster global, je crois que c'est 5 ou 6 étrangers. Il y a une limite, mais j'ai pas le chiffre en tête, mais il y a une limite. Ok. Ouais, ce qui me semble un peu logique, il y a ça dans pas mal d'autres pays aussi. Il y a juste l'Arabie Saoudite qui a fait sauter leur nombre de 8, et ça c'est pas la bonne nouvelle. Ça c'est pas la bonne nouvelle du jour. Ouais, on y a droit aussi, hein. On y a droit aussi à l'Arabie. Ouais. D'autres choses encore? Bah, je crois plus ou moins. Je pense qu'on a fait le tour. Après, je dirais qu'on a fait le tour des particularités un peu uniques au championnat. Tu m'avais dit qu'il y a une certaine particularité aussi au niveau des coachs, au niveau des joueurs étrangers. Ah oui, effectivement, c'est un truc que moi j'ai remarqué. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, et c'est pas un peu touchy. Ouais, c'est un peu touchy parce que voilà, on parle beaucoup du respect et de comment sont les joueurs et les gens globalement en Corée ou même au Japon. Mais on a pu voir, et il y a eu aussi des interviews même récemment où en fait des joueurs étrangers se sont plaints de leur traitement en Corée. Il y a beaucoup honnêtement de coachs en fait qui mettent de côté des joueurs déjà non coréens. Ils les mettent vraiment de côté. Il faut savoir que quand on est étranger dans un club par exemple Ulsan que tu vas connaître, les étrangers sont mis ensemble. C'est-à-dire que par exemple les 3 étrangers, Bako et les autres, ils ont un traducteur avec eux. Le club va engager un traducteur, et cette personne qui est traducteur, c'est aussi leur meilleur ami. C'est le mec qui va les emmener au restaurant, qui va les sortir en balade, il va être tout le temps avec eux, mais les étrangers vont rester ensemble. Il n'y a pas beaucoup de clubs où les étrangers sont mélangés avec le reste. Ouais, c'est un peu bizarre là-dessus. Et aussi cette notion, par exemple toi Daegu, où là le coach avait dit publiquement, des Brésiliens on les paye cher, ils ont intérêt à être bons sur le terrain, sinon ils jouent pas. À être les meilleurs sur le terrain, sinon ils jouent pas. Enfin voilà, il y a très souvent des critiques comme ça qui sont balancées sur les étrangers et qui sont vraiment, c'est moyen quoi. C'est vrai qu'ils ont intérêt. Ouais, et là pour le coup c'est souvent enfin ouais, donc tu vas me dire Grant c'est un défenseur, mais si on prend l'exemple de Daegu, c'est tous des attaquants, parce que t'as Cézinha, t'as Barcelos, et t'as
l'autre là, l'autre attaquant là, comment il s'appelle Edgar Silva. Voilà, Edgar Silva. Donc ils ont tout mis sur l'attaque. Ouais, c'est ça, mais typiquement Daegu, il y a eu beaucoup de changements parce qu'il le coach leur arrête pas de dire publiquement que pour eux, ils doivent mettre des buts, s'ils mettent pas de buts, c'est qu'il faut les virer quoi, parce que c'est des étrangers et qu'on les paye trop cher pour ça. Donc il y a une sorte de vision bizarre de l'étranger qui est vachement mis à part, mais c'est aussi parce que l'étranger il rentre pas dans les rites, tu sais, de Corée. Une petite anecdote, mais en Corée, ce n'est pas bien vu si par exemple tu as 23 ans de passer du temps avec quelqu'un qui en a 30. Les personnes restent dans leur tranche d'âge. Ah oui. Tes amis doivent être dans ta tranche d'âge en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne en Corée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si un jour tu vas en Corée, ne sois pas étonné si la première chose si tu vas par exemple boire un café dans un café, et pas que la serveuse te demande ton âge directement. Alors c'est pas pour te manquer de respect ou etc. Mais c'est juste parce qu'elle va t'asseoir dans le café à des endroits où il y a des personnes de ton âge qui sont plus de ton âge, et en plus de ça, pour savoir comment elle va s'adresser à toi. Ah oui. Donc c'est pas pour te draguer non plus quoi. Non, c'est pas pour te draguer non plus. Ok. Ah c'est assez atypique, et c'est en même temps c'est attirant je trouve, de découvrir comme ça une culture qui est quand même fort différente de la nôtre. C'est totalement différent, tu m'étonnes. Écoute, super. J'avais quand même encore une dernière question à te poser pour clôturer le truc. Comment est-ce que tu as vécu la saison là, K-League, avec le scoring absolument dramatique? Parce que toi, au contraire de beaucoup de managers qui sont dans l'Asie, qui ont un mélange, toi t'es quasiment exclusivement Corée. Comment est-ce que t'as vécu cette saison sorarienne? Honnêtement, mentalement, ça a été très compliqué, très très compliqué. Plus d'une fois, j'ai voulu jeter l'éponge et me dire tant pis, je ferme Sorar, je reviendrai. Même pas une question de vendre, mais je reviendrai d'ici 1 an et demi. Puis je ferme. Hein. Et je pense que ça a été la force aussi de la communauté Namek, c'est que tout le monde s'est boosté et s'est poussé vers l'avant pour se dire c'est qu'une passe, il faut dans toute mauvaise chose, il y a des bonnes choses à prendre. Par exemple, on avait des joueurs pas chers parce que du coup personne n'en voulait. Il a fallu trouver les bons côtés dans cette mauvaise passe. Et il y a eu ça, et il y a eu le côté où Guess et moi, on s'est un petit peu retrouvés comme le fer de lance de tous ces managers qui veulent justement, qui voulaient parler, qui voulaient dire qu'ils étaient pas contents, etc. Et je me suis dit il y a un moment donné où je me suis dit, mais si moi je quitte, si moi je les lâche, en fait tout le monde va fuir quoi. Enfin en tout cas tous ceux de notre communauté vont fuir. Je peux pas les laisser. Je pouvais pas les laisser. Et du coup ça m'a boosté. Ça m'a donné un élan pour continuer et pour y aller à fond. Bien sûr en essayant d'être toujours respectueux, mais faire entendre notre voix, montrer à Sorar qu'on était là, qu'on aimait Sorar et que c'était beau ce qu'ils avaient créé aussi, et pour qu'ils comprennent qu'il y avait beaucoup de managers qui suivaient l'Asie et que c'était pas qu'une petite niche pas importante quoi. C'était le but. Ouais, mais donc vous n'étiez pas seulement le fer de lance de votre communauté, mais vous étiez aussi le fer de lance de Sorar, parce que finalement c'est vous qui avez pris la défense de Sorar quoi. Dans quel sens? C'est-à-dire comment tu... dans le sens où finalement vous avez fait le job un peu de Sorar quoi, de tranquilliser la communauté, etc. Normalement c'est leur job à eux, et c'est ce que vous avez fait, et c'est tout à votre honneur je trouve. Sorar devrait vous remercier en fait. D'air de rien, tu vois, c'est ce que je te disais aussi quand on parlait des questions. Moi j'avais été personnellement déçu par rapport à tout ce qu'on a fait pour Sorar. C'est vrai, comme tu le dis, tu vois, les scorings avec FC Val qui va lancer les scorings, maintenant Meli qui a repris. Tout ce qu'on a fait pour garder les managers de Sorar qui étaient on est une énorme partie des managers de Sorar à avoir des joueurs de Corée, à avoir des joueurs de J-League, etc. À les avoir gardés dans le sac de Sorar. On n'a pas eu une seule fois un petit message, on n'a pas eu une seule fois, même je sais pas, tu vas juste pour venir nous dire personnellement merci, ou alors même si c'est pas un merci, mais qu'on se sente concerné. C'est-à-dire que, comme je te disais, on commence à être des gros spécialistes, alors des petits journalistes à notre niveau, mais des gros spécialistes du foot et de la culture, tu vois. Si tu me poses des questions sur comment aborder un Coréen, quel genre de mail il faut envoyer, etc. Je sais pas si Sorar a tout ça par rapport à l'Asie et à la Corée particulièrement, je pense pas, mais je pense qu'on aurait pu être d'une aide. En fait, on aurait pu être une aide. On aime tellement Sorar qu'on était prêt à bosser. Ouais, c'est des vrais alliés, quoi. Parce que c'est vrai, comme tu dis, les codes pour écrire, tu sais, c'est comme en Chine, tu conclus pas un contrat si c'est pas le président lui-même ou le directeur général qui y va. Sont des codes évidemment à connaître, et c'est vrai comment s'adresser, comment échanger, comment négocier avec des Coréens. Même s'il l'avait fait dans le passé,
ça aurait pu être utile, vraiment. En tout cas, voilà, mais avoir, voilà, qui nous montre quelque chose. Par exemple, j'étais très content quand même quand t'étais venu avec nous justement à Puy. On avait Nicolas Julien qui avait retweeté ta photo et qui avait mis un petit commentaire sympa. Et c'était sympathique, hein, mais bon, de voir qu'il y avait de l'attention, mais c'est vrai que pendant toute la période où le scoring était pourri, vous étiez là à garder les troupes motivées, parce que finalement c'est ça que vous avez fait. C'est pas seulement faire entendre les voix de ces managers qui sont spécialisés, qui sont je vais dire focalisés dans la galerie et constitués quasiment ou totalement de joueurs asiatiques. Non seulement vous avez fait entendre par leur voix, mais aussi vous avez quand même limité la casse en les gardant comme motivés. Donc moi je trouve que je lance une bouteille à la mer et honnêtement, je sais qu'il y en a chez Sorare qui écoutent le podcast. Honnêtement, je trouve que ça serait bien qu'ils pensent à vous et qu'ils pensent à votre communauté, qui vous remercie pour tout le taf que vous avez fait à leur place. Point. J'ai une petite, si je peux faire juste un petit aparté, je voulais faire un petit merci aussi à Torque, qui l'air de rien, ça a été je connais pas plus que ça, mais c'est une personnalité de Sorare et il nous a souvent transmis des discussions qu'il avait, par exemple avec des membres de chez Sorare en amont, pour essayer de nous donner un peu de baume au cœur, pour nous dire qu'il bossait, etc. dessus, et ça a permis des fois d'avoir un petit peu d'espoir pendant cette traversée un peu du désert. Et voilà, ça a été un allié, et donc merci à lui, et puis merci à tous les autres aussi qui ont donné de la force pendant toute cette période très sombre. Tout à fait. D'ailleurs, il est temps qu'il vienne sur le podcast. L'ami Torque, il est temps. Oui, écoute, on va attaquer la dernière partie. On arrive tout doucement à la fin. Le questionnaire rapide pour l'invité. Alors, ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare? Alors, mon joueur préféré dans la vie réelle, c'est surprise, Cristiano Ronaldo. Ah, tiens, c'est étonnant. C'est étonnant, bah oui. Mais c'est vrai que pour faire rapide, c'est l'icône de notre pays. Il a inspiré toute une génération à aimer le foot, et voilà, je l'adorais à United, j'étais jeune, il m'a fait aimer le foot, donc voilà, obligé d'aimer le garçon. Et... Ouais, je suis d'accord avec toi. Un énorme bosseur, un énorme champion. Exactement. Et sur Sorare, si j'ai un joueur que j'aime bien, ce serait Kosung Beom, le milieu de terrain des Blue Wings. Que je trouve qui est un super joueur et qui malheureusement est dans une mauvaise équipe, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, et que c'était une de mes premières cartes que j'ai acheté très cher, qui est parti faire son service militaire, que j'ai dû oublier pendant 1 an et demi. Il m'a fait regarder de la K2, grâce à lui j'ai découvert la K2, donc voilà. Ah oui, carrément, donc tu t'es pas arrêté en si bon chemin. Non, c'est ça, je l'ai suivi jusqu'au bout, je regardais pas tous les matchs de K2, rassure-toi, mais quelques-uns quand même. Ok, génial. Alors ton plus beau résultat? Bon, je présume que c'est ta victoire, non? Il y a eu ma victoire en Asia qui était super, c'était un one shot. Et sinon, je dirais que mon autre plus belle game week, ça a été une game week où j'ai réussi à faire 15e en All-Star. All-Star Pro, et c'était mon premier gros résultat, et du coup j'avais gagné Gomis à l'époque, le gardien de Rennes, et, ah oui, Alfred. Exactement, il valait 2000 €, et c'était, j'ai vu les étoiles. C'était il y a longtemps, ça. C'était il y a longtemps, exactement. C'était une autre période. Ouais, c'était très, très longtemps. Ta plus belle récompense? Je dirais que c'est de Nasango, de FC Séoul en super rare. Vendu 0,7 Ether. Et c'était avec une équipe qui valait même pas 0,150 Ether. C'était vraiment un one shot pendant la Ligue des Champions asiatiques. Ok. Et donc c'était quoi, une full, si t'as gagné une super rare, c'était quoi, une Asia super rare? Ouais, c'était une Asia super rare. J'ai aligné une équipe, honnêtement, avec que des bras cassés. Et mes bras cassés ont sorti des 80 et des 100. C'était incroyable. Donc, alignement de planète. Exactement, c'est ça. Alors, ton plus gros coup de poisse. Ne me dis pas les DNP, parce que ça, c'est à chaque game week. Et oui, c'est vrai. Non, mais je dirais que mon plus gros coup de poisse, c'est ce début de saison-là. Depuis la saison passée, j'avais un gardien qui s'appelle Angwin Jae, qui était un gardien de Gimcheon, au service militaire. Au début de saison-là, il revenait à Pohang, et je l'ai gardé pendant quasiment 1 an. J'adorais ce gardien, je trouvais qu'il était bon, malgré les critiques des gens. Et j'étais persuadé que quand il allait revenir à Pohang, il allait être titulaire. Et à force de lire
des fois on se fait pas confiance, mais à force de lire des avis, etc., qui disaient non, c'est l'autre qui est titulaire, etc. Ils sont tous en train de dire ça, ils ont peut-être raison. Et donc je vais l'échanger contre une carte qui vaut à peine 0-100 en me disant faut vite que je m'en débarrasse la veille pour Hangzhou. Et c'était le premier match de la saison. Et au final, Nguyen Jae est titulaire. Il a pas loupé un seul match de la saison là depuis. C'était Nguyen Jae super rare. Donc, ouais. Ça m'a fait très pas mal. mal. C'est pas mal. Le niveau est beau. le niveau est haut. Finalement, tu vois, la veille quoi. La veille, j'ai craqué. C'est vraiment dommage. Ouais. Alors ton joueur à suivre. Je dirais pareil, Kosung Beom comme tout à l'heure. Si vous connaissez pas, je Suwon Blue Wings. Même si Suwon Blue Wings descend, messieurs, Kosung partira. Et c'est un magnifique joueur. Vraiment, c'est un magnifique joueur. Si même toi tu connais pas un jour, regarde les Blue Wings et regarde ce petit Kosung Beom, le numéro 7. Je vais le mettre en favori. C'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie. Bon, et bien alors, si t'avais Nicolas Julia en face de toi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bon, t'as dit une partie là tout à l'heure par rapport au scoring, mais voilà. À toi le micro. Déjà pour commencer, j'avoue que j'aimerais Nicolas Julien un peu plus de collaboration avec la K-League et la J-League. Voilà, pour que ce soit des compétitions spécialisées, que ce soit pour les maillots, etc. Je pense qu'il y a plein de choses à faire avec ces deux championnats-là. Pour le scoring Opta, je pense qu'aussi que c'est le moment d'aller chercher le nouveau fournisseur, de l'accepter bras ouverts et de pas avoir que le même prestataire. Ça sera un premier pas en avant, je pense, pour soi, et de pas être dépendant d'Opta. Donc voilà, faut pas se fermer et il faut pas avoir peur de la nouveauté. Et la dernière mise à jour, ils avaient dit que les derniers tests, ils arrivaient pas au même, à la même qualité de data qu'ils ont besoin pour la rentrer dans la matrice Sorare, mais que ça allait être revu, c'est ça? Alors en fait, c'est pour ça que c'était un peu compliqué nous quand on a pris la dernière publication de Sorare par rapport aux stats manquantes qu'ils ont. Nous, nos spécialistes, on pense que chez on pense que le fournisseur ça serait Bipro, même s'ils l'ont pas dit, on pense que ça serait Bipro. Et en fait, si tu veux, il y a ces stats là, c'est les stats officielles de la K-League que nous on peut récupérer par exemple sur le site de la K-League. C'est comme ça qu'on fait les notes, qu'on vous donne les notes, par exemple que Mélie et Val vous donnent les notes. Il n'y a pas, et en fait les statistiques qu'ils ont données, donc par exemple rentrer dans la surface ou ces choses-là, soit elles n'y sont pas, soit elles ne sont pas faites de la même manière. Par exemple, les duels gagnés ou les duels aériens, etc. sont pas comptés de la même façon qu'Opta. Et moi je pense intimement qu'en fait ils ont peur que les joueurs se retrouvent avec des scorings beaucoup plus élevés qu'avant et que ça provoque un peu une tollée générale chez les managers de Sorare. Ça pourrait être comique ça. Ça pourrait être comique, mais tu vois, par exemple, nous qui suivons la K-League depuis longtemps, on le sait, Opta note très mal la K-League et honnêtement c'est assez incroyable là-dessus. Vous trouvez qu'il n'y a pas le même niveau de compétences, on va dire ça comme ça, entre des... Sérieusement, il y a des fois, il y a des matchs où tu peux le voir, où, par exemple, un joueur, il a contré 6 ballons, il a gagné des duels à foison, etc. Et quand tu regardes le scoring à la fin, il a fait... on a eu des défenseurs dans des matchs où il y a eu 80% de possession pour l'adversaire et où ils ne sortaient pas de leur défense, par exemple avec Daegu, où le défenseur avait 2 duels à la fin du match. 2 duels au total. Perdu et gagné, alors qu'il a pas arrêté pendant tout le match. Exactement, enfin des inepties incroyables. On pourrait en faire une liste, on pourrait faire un dossier énorme. Sérieusement, c'est incroyable. Et en fait, le truc, c'est que oui, s'il se base par rapport à la notation actuelle d'Opta de la K-League, on va jamais y arriver, pas possible. Okay. C'est ça qui nous fait peur, nous managers de K-League en tout cas. Et écoute, j'espère que ça va aller en s'améliorant. Ouais. Bah oui, j'ai confiance. Allez, mais avant cette saison, il y avait pas trop de problèmes, ou il y avait peut-être des erreurs, mais pas aussi grotesques. Il y avait des erreurs, mais pas comme maintenant. Là maintenant, c'est honnêtement, pour nous, on appelle ça la roulette. On n'a aucune idée de la note que notre joueur va avoir, parce que même si on a l'impression qu'il a fait un super match, des fois on se retrouve avec des trucs fous. Vraiment, même des joueurs qui vont avoir des buts contre leur camp alors qu'ils étaient même pas dans l'action, tu vois. Par exemple, là on avait eu le cas, je sais plus quand, un joueur qui s'appelle Park Jin-seop de Jeonbu. Il n'est même pas dans l'action, il n'est pas là, il est de l'autre côté du terrain. Il y a un but, il a une erreur en let to goal. C'est hallucinant ça. Ouais. C'est vraiment hallucinant. Le mec il est pas concerné. Le mec, c'est vraiment la roulette totale. Oui. C'est pour ça que je me dis que on gueule, on est des fois pas content, mais on essaye de garder notre calme, mais c'est des fois compliqué vu la situation. Un truc comme ça, c'est bon. le mec il est pas là. Ça, mais il manquerait plus qu'il soit même pas sur la feuille de match, qu'il prenne son truc, quoi, tu vois. C'est fou. Ouais, c'est fou. Donc voilà, et pour une petite dernière chose, c'est vrai que en tant que fondateur d'une communauté et grand passionné de Sorare, il fait des émissions, on essaye de donner pour Sorare, de faire
continuer à vivre l'écosystème autour de l'Asie est toujours lié à Sorare. Voilà, on aimerait un petit peu je sais pas comment dire ça, mais de visibilité ou de petits mots de Sorare, des fois, des coups de main, je sais pas. Par exemple, la semaine dernière, Paul, qui a pu passer à l'écrit seulement pour pouvoir nous parler du scoring, etc. sur le Namek Football Club. C'est super. Profites-en pour faire un peu de pub. Donc vous avez un show tous les lundis soirs, c'est ça? Tous les lundis, entre 21h30 et 22h pour le démarrage. On fait une émission qui s'appelle le Namek Football Club, qui est pour l'instant centrée sur la K-League, mais j'espère que dans le futur, on pourra en faire une aussi sur la J-League, où on aborde différents sujets. On a après un peu moins de 10 spécialistes, des spécialistes de chaque club, et du coup, on va aborder soit les matchs de la Game Week passée, soit des événements particuliers. Par exemple, là, ce lundi-là, on avait le week-end dernier, il y avait le super match entre Séoul et Suwon Blue Wings, qui est le 7e plus gros derby du monde d'après la FIFA. Donc du coup, on a expliqué l'histoire du derby, comment c'était créé, etc. L'histoire entre les deux clubs. En même temps, on a parlé du match, voilà. Et après, on fait des fois des débats et on travaille justement sur les compositions des équipes. Voilà pour la Corée. Super. Comme ça, vous avez fait votre pub. Et franchement, j'ai assisté à une émission. Je me suis bien marré parce que ça part dans tous les sens. Il y a de l'humour. Franchement, c'est plaisant. C'est plaisant. Franchement, c'est plaisant. Ah, c'est un ouais, vraiment. Dis, j'avais une petite question avant il y a 2-3 questions que je vais te poser des auditeurs. J'ai une petite question sur la légende Chésinia. Qu'est-ce qui explique qu'il soit resté depuis si longtemps en Corée? Parce qu'il est là quand même depuis plusieurs années. Honnêtement, je pense que c'est un truc qui revient beaucoup chez tous les Brésiliens. Ils partent d'un pays qui est globalement très dangereux, où la vie est assez particulière, voilà, souvent sous pression. Le cadre de vie est assez particulier au Brésil. Et ils arrivent dans un pays où ils se sentent en sécurité, les gens sont gentils, respectueux, et en plus ils sont très souvent, s'ils sont bons, adulés. Ouais. C'est le cas de Cézinha, c'est devenu un dieu parmi les fans de Daegu. Si tu verrais, je pense que tous les messages d'amour qu'il va recevoir par jour, c'est fou. Et donc je pense que c'est ça. La plupart des Brésiliens qui viennent en Corée, et même beaucoup d'étrangers aussi, se sentent très bien là-bas. Et c'est le cadre de vie en fait. Il y a des joueurs étrangers qui viennent et qui ne veulent plus partir même s'ils sont très forts, parce que juste ils vivent bien en fait. Ils vivent très bien. Ouais, parce que il est vraiment bon. Tu vois vraiment que c'est un vrai bon joueur, et il a dû être convoité par des clubs d'autres pays également. C'est pas possible autrement. Tu sais que pour la petite anecdote, il y avait eu un super match, une sorte de match All-Star contre, je crois que c'était, je sais plus si c'était le Real ou la Juventus, mais il y avait Cristiano Ronaldo dedans. Et Cézinha était un super fan de Ronaldo. Il avait fait un match incroyable, Cézinha, et à la fin du match, Ronaldo était venu lui donner son maillot et tout, et le féliciter du match parce qu'il avait fait un match de fou. Tu vois, même Cristiano Ronaldo. Cézinha, il s'est dit ah oui, quel joueur. Donc parce que je vois, il est depuis 2016 à Daegu. Ouais, ça fait 7 ans. 7 ans et demi. Et pas la plus belle équipe de Corée, quoi. Non, c'est ça. Bah écoute, super. Bah toute dernière partie, les questions sur Twitter. Alors il y a quelques petites blagues de tes potes. Voilà, Guestar qui dit est-ce qu'on peut parler des réseaux clandestins, connaître les news des femmes et maîtresses des joueurs, etc. Ah, donc même les maîtresses, tu les connais et tout, donc c'est ça. Ouais, je crois que je suis connu pour ça, avoir sorti des infos à cause d'Instagram de femmes. Et voilà. Okay. Alors, question de Mélie. Quel joueur t'a le plus impressionné IRL, mais décevant sorarement parlant cette saison? Je dirais Park So-il, le latéral droit de Séoul, qui est un joueur qui dépasse quasiment jamais les 30-35 sur Sorare. Alors pourtant, IRL, c'est un magnifique joueur. Mais est-ce que c'est lié à la notation de la K-League ou parce qu'aussi c'est un latéral? Et qui perd beaucoup de balles, ouais. Mais voilà, il perd beaucoup de ballons, peut-être aussi beaucoup de duels approximatifs. Mais c'est un super joueur. Et je serais pas étonné que dans un futur proche, si jamais soit le scoring évolue, soit la notation évolue, que ça c'est un joueur qui a un scoring assez monstrueux. Honnêtement, c'est un top joueur. Ouais. Ok. Alors, question de Vesti. Quelles sont pour toi les 3 équipes les plus décevantes cette année en K-League? Je dirais Jeju United, décevant. Jeonbuk, parce que c'est vraiment très, très triste ce qui se propose actuellement, et c'est une équipe qui nous habitue à dominer le championnat totalement, et là on sent un petit changement dans l'ordre naturel en Corée. Ouais. Tu as une explication ou? Je pense qu'ils ont un effectif qui était très vieillissant. Voilà, ils ont accumulé beaucoup de stars. Tu sais, ils avaient un peu le syndrome comme un Bayern de Munich, c'est-à-dire qu'ils prenaient les meilleurs joueurs de chaque club en Corée et ils les achetaient, ils les mettaient dans leur équipe, un peu comme fait le Bayern avec Dortmund ou d'autres.
Ouais. Ils ont fait quelques mauvais choix. Après, il y a eu, tu sais, la fin d'un cycle avec l'entraîneur qui avait gagné beaucoup d'années de championnat, qui arrivait au bout de son cycle et qui n'était plus très bon et plus en phase avec le vestiaire, qui est parti. Et là, on a eu l'arrivée d'un entraîneur européen, c'est pas commun. Et pour l'instant, la mayonnaise, elle fonctionne pas, elle prend pas. Donc, c'est compliqué, donc je sais pas s'il restera, mais voilà. Ouais, parce que je suis en train de regarder là les dernières années, c'est toujours soit John Buck, soit Ulsan, premier, deuxième, sur les 5 dernières années. Ouais, Ulsan est fini 3 fois d'affilée dauphin, je crois. Ouais, et là, voilà, là ils sont plus loin évidemment cette saison, John Buck. Et donc tu avais dit Jeju, John Buck et le troisième. En troisième, je vais mettre les Suwon Blue Wings qui sont avant-derniers du championnat, qui est une des équipes les plus suivies de Corée. Donc la plus grosse fanbase, qui a des moyens. Et également pour la petite stat, c'était là en milieu de championnat, je crois que c'était, on va dire, en mois de juin, toutes les équipes de Blue Wings, c'est-à-dire en basket, je crois qu'au baseball et au foot par exemple, les 3 étaient dernières de leur championnat. Ok, un petit problème de management là. Ouais, donc probablement, exactement, c'est ça. Et pourtant qu'il y a une grosse écurie Samsung en Corée. Okay. Il y avait une question de Spider Manu, est-ce qu'il y a un risque que la K-League ne soit plus couverte par Sorar? On va dire non, hein. S'ils trouvent un autre, on va dire non, il n'y a pas de risque. Le risque, c'est la cotation foireuse. C'est ça. Ah mais, est-ce que toi, t'imagines une année supplémentaire de la même façon? Non, moi je peux pas. Moi, je me battrais dans tous les sens, mais je trouverais, en tant que boîte qui pèse aussi lourd, avec un championnat aussi historique que la K-League, je me dois de trouver une solution. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est vrai que c'est historique, la K-League. Pour Sora, en tout cas. Ah oui, évidemment. Et le nombre de managers, qui ont investi, ces cas, tu peux pas dire du jour au lendemain, qui partent en Arabie Saoudite, Sora, ils en peuvent rien. Mais que eux décident parce qu'ils ont un partenaire qui ne font plus, je suis désolé, quand tu pèses autant, tu te dois de trouver une solution pérenne, quitte à engager des gens dans ta boîte ou faire appel à des freelances, n'importe quoi, mais t'es obligé de trouver un truc déjà là c'est long, hein. Qui va éviter de revivre la même chose, ou même c'est pas possible. Au début de saison, ça doit être nickel. Ouais. C'est vrai que moi honnêtement, d'un point de vue, un peu comme toi, mais je suis surtout étonné qu'on ait fait une saison entière comme ça. Ouais. Je pensais, franchement, tu m'aurais dit au début de la saison, ça va durer la saison entière. Jamais je t'aurais cru. Jamais. Pour moi, c'était inenvisageable que Sora laisse une saison entière des managers avec simplement un warning pour leur dire que leur carte, elle allait plus être notée convenablement. Voilà. C'est à la limite, ok, ça peut se comprendre. Ils sont pris au dépourvu, ils en peuvent rien, etc. Mais après, tu peux pas laisser traîner ça pendant des mois et certainement pas pour la saison prochaine. Là, c'est une solution doit obligatoirement être trouvée. Et la dernière question, data analyst Arnica qui dit comment faire remonter le problème d'Opta à Sorar. Ils sont bien au courant. Et je pense que vous faites assez bien remonter aussi toutes les absurdités. Et c'est vrai que j'avais vu passer le fameux tweet avec Parjin Seop là, au bout de contre son camp, alors qu'il est pas dans les 20 mètres autour du ballon. C'est. Bah, tu vois, par exemple, justement, c'est ce que je te disais plus tôt, là, je pense qu'Arnica, quand il met ça, c'est justement, est-ce que Sorar est au courant d'à quel point il y a des inepties dans le scoring d'Opta sur la K-League? On ne le sait pas. Et c'est là que je te parlais de filer un coup de main, tu vois, mais nous, on est une communauté, on regarde absolument tous les matchs de K-League. Si demain Sorar nous dit, les gars, est-ce que vous pouvez recenser toutes les inepties? Après, c'est pas à nous de décider si c'est forcément une ineptie, peut-être à eux, mais de leur filer un coup de main, je sais pas. Nous, voilà, on regarde tous les matchs, on en est conscient de ça, et j'ai pas l'impression que eux soient conscients d'à quel point la notation de Opta est ridicule sur la K-League. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a posé la question, mais voilà. Je pense que mot de la fin, c'est parfait. Tu leur as tendu une perche. Maintenant, ils ont plus qu'à la tenir et à revenir vers vous et puis voilà quoi, on est en tout cas moi je suis à fond derrière vous. Maintenant que je suis en plus en K-League, je suis mouillé dedans aussi. Donc voilà, je me sens concerné aussi personnellement. Non, puis c'est addictif, la bonne humeur et moi je trouve les championnats asiatiques globalement c'est super sympa. Je trouve, je sais pas, l'ambiance autour et tout, j'adore. Ouais, et puis vous avez votre communauté aussi, elle est vraiment super sympa et elle colle bien, je trouve, à cette ambiance aussi qu'on a autour de ces foot avec les choses très belles, les absurdités, c'est folklorique et c'est folklorique et ça doit rester comme ça. Super, voilà. Super. Ivan,
Je te remercie, j'ai passé un super moment à ta compagnie et écoute, je te souhaite tout de bon. On se capte bientôt sur les réseaux ou pourquoi pas IRL à Puy-en-Velay parce que on s'est bien foutu de ma gueule avec mon accent belge, le Pouilly et le huit, le Pouilly et le huit. Écoute, je suis désolé, là je dois faire des efforts pour pas être cramé, donc là maintenant je dois me concentrer. Oui et pas oui. Voilà. Merci beaucoup Ivan, à très bientôt. Merci à toi Mehdi, je te souhaite une bonne journée et encore merci pour tout. Encore merci à Ivan et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast afin de lui donner la meilleure visibilité possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme toujours, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorar.com. Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sorar.